Bienvenue dans les histoires prénataux, un podcast qui vous plonge avec sincérité et bienveillance dans les coulisses de la parentalité, de la santé de la femme et bien plus. Les histoires prénataux, une présentation de Prénato. Allô Alex! Allô! Bienvenue aux histoires prénataux. Donc, on vient de terminer un magnifique enregistrement encore une fois. Oui. On a reçu Marie-Pierre Briand. On devait recevoir son conjoint Charles qui a été pris sur une urgence au travail. Donc, Marie-Pierre, elle nous a livré tout qu'un témoignage. Hein? Oui, absolument, très complet. Ouais. Un passé obstétrical Complexe. qui a été en montagne russe, je dirais. Oui. Donc, Marie-Pierre qui nous parle de ses deux beaux enfants, dont un troisième petit bébé, Roméo, qui a présenté un diagnostic prénatal, malheureusement. Elle nous a parlé également de ses fausses couches, puis on a pu vraiment apprendre le processus de deuil, puis un petit peu, malgré que son conjoint n'était pas là, de savoir comment ça pouvait se passer entre les deux, parce que parfois, malheureusement, on peut avoir des petites idées divergentes ou alors notre processus de deuil, finalement, qui n'est pas tout à fait là, dans le même processus, à la même étape. Donc, Marie-Pierre nous a, à cœur ouvert, là, vraiment livré tout qu'un témoignage. C'était vraiment intéressant, touchant, intéressant. Absolument. Je pense que ça va toucher beaucoup de femmes, beaucoup de couples, beaucoup de familles. Puis je crois que c'est... Bien, pas je crois, en fait, là, pertinemment, je suis certaine là, que c'est important de faire du bruit là-dessus parce qu'il y a énormément de fausses croyances. Absolument. Puis ça de nous a conseils permis d'aller toucher plusieurs sujets aussi, les segments de grossesse, les examens médicaux qui sont recommandés, le diagnostic d'anomalie chromosomique. Donc, elle a vécu plusieurs situations qui nous ont permis, justement, comme tu le disais, où plusieurs parents vont se reconnaître dans cette histoire-là. Absolument. Donc, bonne écoute! Allô Marie-Pierre, Salut bienvenue les au filles. podcast de Les Histoires Prénato. On est super contente, Alexandra et moi, de te recevoir aujourd'hui. C'est une discussion qui risque quand même de susciter quelques émotions, mais on se sent vraiment, vraiment choyés que tu nous ouvres cette belle porte-là vers votre histoire. À toi et ton conjoint Charles, ton mari Charles, qui devait être présent aujourd'hui, malheureusement a dû s'absenter là, pour son travail. C'est ma vie. C'est la vie des métiers, des femmes d'hommes avec un métier d'urgence. Il est pompier, donc on le salue. Il travaille très, très fort, mais on est bien content de te recevoir aujourd'hui. On avait quelques questions dirigées vers lui parce qu'on avait envie d'avoir son point de vue sur certaines situations. Si jamais tu te sens à l'aise... de répondre pour lui? Ouais. Je peux toujours faire ça. Moi. Il ne s'en tiendra pas trop rigueur. Non, je pense que pas. Donc, pour faire une courte présentation, tu es maman de 2 enfants. Oui. Donc, on a Raphaël, 7 ans, puis ta petite... 7 ans, bientôt 8 ans déjà. Bientôt 15 aussi. Bientôt 15 aussi. Ils ont toujours bientôt 15. Ah oui. Puis ta petite Juliette qui vient d'avoir 2 ans. Oui. Une petite cocotte. Donc, voilà, toi, tu as ta compagnie de production. Ton mari est pompier, on vient de le dire. Puis vous êtes mariés depuis pas très longtemps, hein, quelques années, je pense? 2020. Depuis 2020. Pendant la pandémie? Oui, entre 2 vagues de pandémie. Entre 2 vagues de pandémie. Donc, bienvenue chez nous. Puis aujourd'hui, on va parler de ta grande histoire vers la maternité. Il y a quand même des belles histoires qui en ressortent au travers de tout ça, mais Absolument. ça n'a pas été un long fleuve, malheureusement, tranquille. Puis je suis sûre qu'il y a plusieurs mamans, plusieurs papas, plusieurs familles qui vont pouvoir se retrouver à travers tout ça parce j'imagine que c'est une période où on a tendance à se sentir quand même très seul. Donc, je pense que c'est important de nommer toutes ces émotions-là, puis de nommer qu'au travers les belles histoires, malheureusement, il y en a qui doivent prendre des détours un peu plus sinueux pour arriver à la belle aventure qu'est la maternité. Moi, j'aimerais qu'on parle d'abord de ta première grossesse. Est-ce que c'est Raphaël? Oui, c'est Raphaël, grossesse? absolument. Okay. Ça s'est fait de même. Ah ouais? OK. On n'en revenait pas tellement que je revenais d'Irlande, puis mon chum, il espérait qu'il sorte pas roux. Il s'est dit, voyons, ça... Parce que vous étiez en Irlande! Parce que j'étais en Irlande avec une amie, on s'était dit, on va faire un voyage pack-sac avant de tomber enceinte. Je suis revenue, je tombe enceinte. Okay. Tellement que quand j'ai accouché puis que la tête est sortie, il a fait un high five à ma doula parce qu'il n'y avait pas les cheveux roux. C'est un running gag, là, mais tu sais, dans le sens que ça a été super vite, super rapide. OK. Une belle grossesse, normale. J'ai accouché naturellement aussi. Ah ouais? J'ai fait
36 heures d'accouchement, par exemple, d'un Un travail beau de 36 36 heures heures, de 26 travail. heures sans épidural, parce que je m'étais entêtée à vouloir faire ça naturel, faire mon premier travail d'équipe avec mon enfant. Puis quand j'ai dit à Charles, là, je vais mourir, occupe-toi de Raphaël, les assurances vont s'occuper de tout. Il m'a supplié de prendre l'épidural, puis là, j'ai accouché. Donc, tu n'avais pas pris la péridurale? J'avais pas pris. D'accord. Ouais, ça m'a pris du temps, 26 heures. Mais il y avait le nez en l'air, fait que je dilatais pas. OK. Fait que, mais sinon, ouais, ça a été super rapidement, là, tellement que ça nous a comme déboussolés nous-mêmes. Là. Que tu tombes enceinte. C'était une grossesse, de ce que j'en comprends, prévue, parce que là, il y avait un voyage prévu, puis en revenant, vous disiez, OK, on se met sur le projet de fonder une famille. Puis ça a marché de même. Wow. Puis j'étais comme, j'en revenais pas, j'avais tellement d'amis qui rushaient pour en avoir des enfants, puis tout. Fait que, après ça, on a rushé. Après, ça a été Oui, plus complexe. Ouais. Exact. Pour la grossesse de Raphaël, est-ce qu'il y a eu des complications? Aucune complication, bébé en santé, Apgar 10 sur 10, tout était A1, vraiment. OK. Ouais. C'est après que c'est devenu un petit peu plus complexe. Est-ce Ouais. que tu aurais envie de nous parler? Je sais qu'il y a eu des histoires de fausses couches pour te mener à ton deuxième enfant. Il y a eu combien de fausses couches? 4. 4 fausses couches. Vraiment différentes les unes des autres. OK. Là. Est-ce que dans tes fausses couches, tu calcules votre petit garçon Roméo? Oui. Tu le mets dedans aussi, OK. Oui. Ben, non, attends une minute. 1, 2, 3. Non, je ne le mets pas dedans. OK. Roméo, non. OK. Dans le fond, quand Raphaël a eu 2 ans, on s'est dit, bon, on va essayer pour un deuxième enfant. Mhm. Fait qu'on s'est mis à essayer. Ça a été quand même assez rapide aussi, le petit plus. Puis comme 2-3 jours après, j'ai commencé à saigner. Fait que là, j'étais comme, bon, OK, ça se peut, là, tu sais. Il y en a plein de femmes qui tombent dans leur semaine puis qui se rendent même pas compte que finalement, ils étaient enceintes. Mhm. Fait qu'on a continué à essayer. Après ça, un genre de 6 à 7 mois à peu près. Puis la pandémie est arrivée. Je suis tombée enceinte. Puis c'est la même Vous avez chose. essayé pendant tous ces mois-là. Oui, Tu avais des cycles réguliers. Il n'y avait Ouais. pas eu de différence là, Zéro. depuis la première grossesse. OK. Ouais. OK. puis là, dans le fond, je tombe enceinte pendant la pandémie. Puis là, j'ai commencé à saigner. Fait que là, j'ai commencé à faire tous mes suivis toute seule à l'hôpital pendant que mon chum m'attendait dans l'auto. Là, j'ai appris que je faisais une fausse couche. Fait que le bébé qui était dans mon utérus, je l'ai perdu. Mais mon taux d'hormones continue à augmenter. Fait qu'on s'est rendu compte qu'il y avait c'était la aussi deuxième un fausse embryon. couche. Oui, exactement. Il y avait un embryon qui était pris dans mes ovaires. Fait que j'ai fait une grossesse ectopique en même temps. Fait que là, finalement, ça en est suivi plein de rendez-vous. Puis là, tu sais, je pouvais pas être toute seule parce qu'il y avait un risque que ça l'éclate, qu'il y ait une rupture. Mais Charles était service essentiel. Fait qu'il n'y avait pas le choix de travailler. Puis nous, les régions étaient fermées. Fait que ma belle-mère ne pouvait pas venir. En tout cas, finalement, ça a pris quelques semaines, mais on a réussi à faire baisser tout ça puis que ça s'en aille. Donc, c'était des jumeaux. Il y avait 2 embryons. Les premiers saignements ont été dus à la perte du premier. Exactement. Puis là, après, c'est ça. Le taux hormonal de grossesse mentionnait qu'il y avait bel et bien encore une grossesse en cours. Exactement. Puis là, ils ont fait des échos. Ils ont vu que la grossesse ne se situait pas dans l'utérus. Puis c'est là qu'ils ont remarqué que c'était ce qu'on appelle une grossesse extra-utérine. Exact. Est-ce que tu avais des symptômes? Parce que quand on parle de grossesse extra-utérine, il peut avoir un petit peu de saignement, et il peut de la douleur, bien évidemment. Est-ce que... Ben, ça a été quand même assez rapide là, avant que je commence à saigner. Là. OK. Fait que, mais tu sais, j'avais comme 2 semaines de retard à peu près. Fait que, tu sais, mettons à 3 semaines à peu près. Là. OK. C'est juste que c'est ça, j'avais de la douleur, tu sais. Mais là, on pensait que c'était à cause de mon expulsion, tu sais. Mais là, la douleur continuait. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, il y en avait 2, puisque là, ça a comme été fait c'est comme une fausse couche, mais moi, je les vois comme 2, là, parce que ça a été 2 processus différents pour chacun d'eux, là, avec les examens étaient différents et tout. Puis après ça, rendu en 2020, je tombe enceinte avant mon mariage. Ça, c'est une grosse... En fait, ouais, c'est ça. Je suis tombée enceinte avant mon mariage. J'ai fait mon bachelor enceinte. J'ai acheté ma robe de mariage pour la porter. On était supposé faire le gender reveal au mariage. Personne ne savait que j'étais enceinte, à part mes amis, mes demoiselles d'honneur, évidemment. Puis en revenant de mon bachelorette, j'ai fait l'ADN fétale. Oui, exactement, l'ADN fétale. Puis là, quand j'étais arrivée ici, j'étais allée aux toilettes, puis j'ai commencé à saigner. J'étais chez Prénato avec mon fils. Fait que là, je suis comme sortie en pleurs des toilettes. Là, les filles m'ont géré un peu, m'ont fait une prise de sang. Ça en est suivi comme la décision. Ben, en fait, j'ai appris que ça faisait comme 4 semaines qu'il était décédé, en fait. Fait que là, je suis à 2 semaines de mon mariage. Je change la robe. T'étais à 2 semaines de ton mariage. Ouais. Fait que là, tu sais, tout ça, là,
Puis là, après ça, eux autres, dans le fond, c'était une expulsion à la pharmacie. Fait qu'ils m'ont donné un médicament que je devais m'insérer. OK. Fait que déjà, ce geste-là, il est vraiment difficile à faire. Là. C'est très, très mental. Puis ils m'ont dit, c'est des petites crampes, ça va passer comme si rien n'était. Là. Non, j'ai accouché. Là. J'ai accouché dans ma salle de bain. T'étais à combien de semaines? J'étais à 9-10 semaines à peu près. 9 semaines. OK. Ouais. OK. Fait que, Oui, ça allait faire la vie fétale. Puis là, je me balançais. Puis là, finalement, j'avais comme mis une couche là, parce que je saignais. Puis le bébé est carrément tombé dans ma couche. OK. Fait que là, j'étais comme personne toute seule à faire. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ouais. Complètement démunie. Là. J'ai appelé mon chum en pleurant. Mon chum était complètement démuni aussi. T'étais Je retournais. toute seule? Ouais. Ben, c'était dans la nuit, je pense, là, que j'avais mis ça. Puis je suis retournée à la pharmacie le lendemain. Je me suis chicanée avec la pharmacienne. Je pouvais pas laisser ça. Je pouvais pas donner ce médicament-là aux gens puis pas leur donner de l'information puis les laisser de même sans information. Je trouvais ça complètement capoté. Là. Fait que ça, c'était en septembre. Puis, dans le fond, en mai, je suis partie en voyage de noces avec mon chum en Grèce. Puis là, on a eu la discussion. Parce que mon chum... non, c'est pas vrai, excuse-moi. En septembre, je suis tombée enceinte. À mon mariage, je suis tombée enceinte de Roméo. OK. C'est ça. Je suis tombée enceinte de Roméo en septembre. En novembre, j'ai appris pour la trisomie 21. Après ça, dans le fond, on l'a accouché en décembre. Je suis partie en voyage en mai. Puis là, on a eu la discussion que c'était fini le bébé 2. Là. Mon chum, il n'en pouvait plus. Il avait un genou à terre. Il a pris un Est-ce que c'était une décision, cette décision-là était commune ou c'était là plus du côté de Charles? Plus du côté de Charles. Okay. Charles est enfant unique. Fait que la fratrie ne comprend pas nécessairement c'est quoi. Là. Moi, j'ai un frère et une sœur. Fait que pour moi, c'est vraiment important, la fratrie. Fait que c'était vraiment... Puis tu sais, j'avais pas fait à Raphaël, j'ai fait un gros postpartum sans le savoir. Tu sais, je l'ai su comme 1 an plus tard, finalement. Fait que, tu sais, c'est comme si toute la première année de Raphaël était comme floue pour moi. Fait que j'avais pas fait mon deuil de plein d'affaires que j'aurais dû faire pour être dans le moment présent. Fait que, tu sais, je voulais comme revivre ça pour vraiment le vivre, puis comme... Fait que moi, j'avais vraiment pas mis une croix là-dessus. Puis, mais tu sais, je voyais bien que mon chum n'en pouvait plus. Tu sais, c'est vraiment difficile pour le conjoint parce que lui, il peut absolument rien faire. C'est mon corps. Tu sais, il voit juste comme trop de personnes manipuler mon corps. Il se sent impuissant. Complètement démuni. Puis, tu sais, Charles, c'est vraiment quelqu'un, un aide de cœur. Fait que c'est vraiment quelqu'un qui prend soin des gens. Fait que, tu sais, il n'en pouvait plus. Là. Fait que là, finalement, on a dit, OK, on arrête le projet bébé. On avait pris cette décision-là en voyage de Grèce. En voyage de noces, excuse. Puis au retour, j'ai jeté tous mes tests de grossesse, mes tests d'ovulation. Puis il me restait un test de grossesse. Je me dis, ouais, puis dessus, je vais l'utiliser au moins tant qu'à jeter. T'avais pas de retard de règles, juste tant qu'à le jeter, je vais faire dessus. OK. Et c'était plus positif. Puis c'est Juliette. Fait que ça fait un beau résumé. C'est très... un beau résumé, puis j'ai hâte qu'on va aller creuser tout ça. Mais oui, c'est un gros résumé. J'aimerais revenir au début, ta première fausse couche. On parlait des saignements, puis j'aimerais... c'est un sujet qui revient énormément en début de grossesse. Je crois que toute femme, ce qu'on a peur, c'est d'aller à la salle de bain, puis c'est comme une petite victoire à chaque fois. Ouf, OK, il n'y avait pas de sang, je suis correcte. OK, il y a un peu de sang, à partir de quand je dois m'inquiéter? L'enfer, Alex, ça te lâche jamais. Non, oui, c'est ça, un peu tout le long, je crois, de la grossesse quand même, mais je crois que c'est une inquiétude qui est surtout présente dans le premier trimestre, là, les 12 premières semaines. Puis j'aimerais, Alex, que tu nous parles un petit peu plus, là, justement, des saignements du premier trimestre, parce que je trouve qu'on l'associe énormément à anormalité, à fausse couche, mais il peut quand même avoir des saignements dans le premier trimestre et aussi plus tard dans la grossesse qui ne sont pas nécessairement alarmants. Donc, j'aimerais que tu nous mousses un petit peu plus là, autour de tout ça. Là, si on pouvait rassurer quand même certaines mamans, puis aussi les mettre à l'affût de certains symptômes là, à surveiller. Effectivement. Fait que c'est à peu près, on dit dans la littérature, jusqu'à 40% des grossesses qui vont présenter des saignements au premier trimestre. Puis, vous l'avez dit, à chaque fois qu'on va à la salle de bain en début de grossesse, surtout qu'il y a un des symptômes qu'on ressent dans le début d'une grossesse qui sont des petites crampes qui vont ressembler à des crampes menstruelles. Donc, il y a beaucoup de mamans qui vont ressentir ces petites crampes-là, qui vont aller à la salle de bain, voir s'il y a des saignements ou non. Donc, c'est quand même jusqu'à 40% des femmes enceintes qui vont avoir des saignements au premier trimestre. Et ces saignements-là peuvent être expliqués par plusieurs raisons. Ça peut être tout simplement des saignements d'implantation.
Ça peut être des saignements qui vont survenir suite à des relations sexuelles parce que le col de l'utérus, c'est une région qui est très vascularisée. Puis, lors de relations sexuelles, ça peut venir faire éclater quelques petits vaisseaux sanguins qui vont produire des saignements par la suite. Ça peut être en raison de facteurs qui vont nécessiter un petit peu plus d'investigation. Donc, oui, les saignements peuvent quand même être le reflet d'une grossesse arrêtée. Donc, d'une fausse couche. Ça peut être le reflet aussi d'un décollement placentaire. Ça, je veux dire. Ça peut être aussi causé par une grossesse extra-utérine. Donc, après ça, il y a toujours lieu d'évaluer qu'est-ce qui aurait pu causer ces saignements-là, mais c'est sûr qu'on ne va jamais banaliser nécessairement des saignements au premier trimestre. Puis, il y a lieu aussi de voir quels sont les autres symptômes. Donc, est-ce qu'il y a de la fièvre qui est associée à ça aussi? Est-ce qu'il y a de la douleur? Est-ce qu'il y a une diminution de l'état général? Quelle est la quantité? On va souvent parler de quantité-qualité, mais est-ce que c'est des saignements qui sont abondants ou c'est des saignements qui sont plus légers? Est-ce que c'est rouge vif ou ça va être plus brunâtre? Donc, ça va tout être des éléments qui vont être évalués, qui vont nous mener à certaines pistes. Puis, une des problématiques, c'est que, bien, souvent, les prises en charge de grossesse vont avoir lieu plus vers la 10e, 11e, parfois même 12e semaine avant qu'il y ait un premier rendez-vous avec un professionnel de la santé. Et on tombe un peu dans un trou, je vais dire, où est-ce que il n'y a pas de ressources qui vont être disponibles, outre que, bien, les urgences dans les centres hospitaliers. Mm-hmm. Et quand on se présente à l'urgence avec des saignements de début de grossesse, bien, on n'est pas considéré comme une urgence, donc il va y avoir beaucoup d'attentes, peu de prise en charge. Puis, c'est une des raisons pour laquelle, chez Prénato, on a créé le service de consultation de saignements de premier trimestre. Donc, notre objectif était, par le biais de professionnels de la santé, recevoir les familles en début de grossesse qui vivent cette situation-là de saignement, qui peuvent rencontrer un professionnel pour une prise en charge rapide avant d'avoir accès à leur propre professionnel de la santé. Donc, on vient combler, malheureusement pas dans toutes les régions du Québec, là, dans certains secteurs, mais ce besoin-là où est-ce que des futurs parents qui n'ont pas encore accès à des professionnels de la santé vont pouvoir rencontrer quelqu'un pour avoir ne serait-ce qu'un prélèvement de BHCG, l'accès à une échographie, bref, l'accès à des investigations pour savoir bien, qu'est-ce qu'il en est de la grossesse actuellement? Est-ce que c'est une grossesse qui est évolutive ou non? Et avoir la possibilité d'une prise en charge là, rapide et efficace. Donc, tout ça pour dire que les saignements en début de grossesse, c'est sans dire la moitié des femmes enceintes, presque la moitié des femmes enceintes qui vont en avoir. Quand même comme statistique. Puis, il y a quand même toujours lieu de consulter un professionnel pour voir qu'est-ce qu'il en est exactement, là? C'est pour ça que j'avais adoré, moi, venir chez Prénato, là, après ma première fausse couche, quand j'ai découvert Prénato. C'est justement, dès que je tombais enceinte, quasiment à la 5e, 6e semaine, je venais faire des BHG, c'est le même qu'on avait. Ouais, pour s'assurer que ça augmente, comme ça diminuait mon stress, parce que sinon, c'est ça, tu vois ton médecin 12 semaines, 13 semaines, c'est long, là. C'est vraiment temps. Puis est-ce qu'il y a une raison, d'ailleurs, à ce que la prise en charge se fasse aussi tard? Est-ce que c'est parce que, justement, les fausses couches qui, malheureusement, touchent, tu me corriges-moi, reprends-moi là, si je me trompe, mais je crois que c'est une grossesse sur 4. C'est à peu près 20 à 25% des grossesses qui vont malheureusement se terminer en fausse couche. La majorité, c'est jusqu'à 90% des grossesses arrêtées qui vont avoir lieu avant la 12e semaine de grossesse. Donc oui, c'est quand même... Mais ça, c'est des statistiques. Mettons, la personne sait qu'elle est enceinte. Mais il y en a tellement de femmes qui, dans le fond, qui doivent être enceintes puis qui ont juste leurs règles puis sont comme... Ils savaient même pas qu'ils étaient enceintes. Ouais. Fait que ça, c'est des statistiques où est-ce que, genre, ils savaient qu'ils étaient enceintes. On sait qu'il y a une grossesse en cours. Je suis pas mal sûre qu'il y en a plus que ça, là. Possiblement. Puis, tu sais, il y a plusieurs causes associées aux fausses couches. Il y a les causes... premièrement, souvent, ça peut être en raison d'une anomalie chromosomique présente chez le bébé qui fait en sorte que, ce bébé-là, il sera pas viable, donc pourra pas continuer à se développer pendant la grossesse. Ça peut être en raison
de facteurs des antécédents maternels. Donc, que ce soit là, au niveau de l'utérus, que ce soit en raison de problématiques de santé chez la mère. Ça peut être, bon, là, sans toutes les énumérer, mais bon, des consommations, tabac, drogue, alcool, plusieurs facteurs, plusieurs causes. Puis, les fausses couches, bien, un peu comme les saignements, il y a souvent des familles qui vont se faire dire, bien, au moins, tu étais au premier trimestre, tu n'étais pas avancé dans la grossesse. C'est peut-être quelque chose que tu as déjà entendu dans ton expérience, mais c'est un peu la à ne pas dire, c'est ça, à ne pas dire. Un peu la pire chose. Oui, c'est ça. Chaque grossesse est différente, puis on ne connaît pas toute l'implication émotionnelle derrière cette grossesse-là. Donc, que ce soit au premier trimestre chez les couples qui vont avoir eu, un peu comme toi, mais l'expérience de plusieurs fausses couches consécutives, qui vont avoir eu besoin de procréation médicale assistée. Bref, on ne peut pas banaliser nécessairement une grossesse arrêtée parce qu'on est seulement qu'au premier trimestre de grossesse. Donc, l'implication émotionnelle des parents, ça va être différent d'une famille à une autre. Puis ça, c'est quelque chose que, bien, les professionnels de la santé, on doit se mettre en tête parce que on ne sait pas nécessairement c'est quoi le passé puis le cheminement de la famille qui se présente Est-ce qu'il y a plus de fausses couches maintenant avec la pollution qu'il y a dans le temps? On sait-tu? Y a-t-il des Ben, données, mettons, dans les années 90? Oui. Tous les facteurs environnementaux, ça fait partie des éléments qui sont sur la table dans la littérature sur, oui, les fausses couches, mais est-ce que c'est ça la principale raison? Possiblement pas. Donc, c'est sûr qu'il y a le facteur de l'âge maternel qui est un élément qui a beaucoup d'impact on a aussi nos enfants sur... beaucoup plus tard, là, c'est sûr. Oui. Je crois quand même que dans les années, là, je sais pas, le 80-90, à quel point les fausses couches étaient répertoriées par rapport à maintenant. C'est sûr que maintenant, on a plus de littérature, plus de chiffres, même, plus d'éléments. Même les années début 2000, là, ça serait même intéressant. Début 2000, probablement. Oui. Donc, tout ça pour dire que, ben c'est ça. Puis, les symptômes de fausse couche ne sont pas nécessairement pareils d'une personne à l'autre. Donc, il peut avoir des saignements, il peut avoir des crampes, mais on peut se présenter à une échographie, avoir la malheureuse nouvelle d'un cœur fœtal négatif alors qu'on n'a eu aucun symptôme. Donc, c'est pas la majorité nécessairement, mais il reste que il pourrait ne pas y avoir de symptômes de grossesse arrêtée alors que c'est ce qui se... Tu vois, mon bébé qui est de mon mariage, ça faisait quand même 3 semaines qu'il était décédé. Tu n'avais pas de saignement, Zéro. T'avais pas... Est-ce que tu avais diminution, exemple, douleur poitrine, moins de fatigue? Non, tu étais encore... ton taux hormonal de grossesse disait à tout ton était corps encore, que tout était encore là. Ouais. Ça a pris 3 semaines avant qu'il y ait des symptômes. Versus, mettons, Roméo, parce que j'étais tellement malade là, que j'étais comme... Il me partageait son mal-être. Là, j'ai jamais été malade de même à un enfant. Là. Mais non, ce bébé-là, j'ai absolument rien. J'aurais aimé ça, tu sais, le savoir. Là. Non, c'est ça. 2 jours après mon bachelorette. Non, c'est super. Est-ce que tu avais eu des échographies de datation, toi, de viabilité à tes grossesses ou est-ce que tu as fait des fausses couches? Oui. Tu étais à environ 6, 7 semaines, 8 semaines de grossesse? À peu près 7 semaines, oui. OK. Puis, il y avait des petits cœurs fœtaux OK, à chacune d'entre elles. Puis, donc, ça s'arrêtait après. Oui. Est-ce que tu as eu des investigations sur ces arrêts de grossesse? Je parle pas de bébé Roméo, mais vraiment des fausses couches avant. Il n'y avait pas eu d'investigation. Non. OK. Donc là, on arrive après à ta grossesse de bébé Roméo, vous étiez encore dans le processus, Charles et toi, ton chum, vous étiez en accord là, de malgré là, les fausses couches là, qu'il y a eu, vous étiez en accord quand même de continuer le processus. Puis c'est là qu'est arrivé le petit plus sur un test de grossesse qui était bébé Roméo. Oui. Là, vous avez eu aussi une échographie de viabilité avec un petit cœur fœtal qui était présent. Est-ce que je reviens aux échographies de viabilité? Mais ça, c'est une question, nous, qui revient souvent parce que c'est pas une échographie qui est faite chez toutes les femmes. Généralement, ça peut être chez une femme là, où on a le cycle de grossesse un petit peu, le cycle menstruel un petit peu irrégulier ou parce que, comme toi, il y aurait eu des historiques. Oui. Mais toi, est-ce qu'à Raphaël, tu avais eu une échographie de viabilité? Zéro? Non, moi, Raphaël, j'ai eu juste le test de l'échographie
de sexe, là, la première Puis, ce échographie. qui est un peu une norme chez une femme qui n'a pas d'antécédents particuliers. Puis ça mène justement aux questions, souvent dans les débuts de grossesse. Je crois que la majorité des femmes qui nous contactent, c'est pour avoir une échographie de datation ou de viabilité, c'est ça, précoce. Mais elles n'ont pas toute une prescription médicale. Puis des fois, ça peut un petit peu les froisser. Je les comprends avec raison de ne pas comprendre le pourquoi le médecin ne l'a pas prescrit. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu plus cette fameuse échographie du premier trimestre précoce? En fait, selon les plus récentes recommandations médicales, effectivement, la recommandation initiale, c'est d'obtenir une échographie au premier trimestre de la grossesse. L'échographie de viabilité, c'est une échographie qui va être recommandée pour les femmes pour qui on aurait peut-être des raisons de se préoccuper de l'évolution de la grossesse ou encore de la localisation de la grossesse. Donc, certains antécédents, grossesse extra-utérine, des fausses couches répétitives, des choses comme ça, qui vont faire en sorte que, bien, le professionnel de la santé va vouloir, peut-être un petit peu plus rapidement que d'autres, déterminer s'il y a une évolution favorable ou non de la grossesse, puis de voir s'il y a des symptômes aussi ou des antécédents de grossesse extra-utérine pour localiser la grossesse un petit peu plus tôt. Donc, effectivement, que ce n'est pas pour toutes les femmes enceintes qu'il y aura ces inquiétudes-là, ces préoccupations-là qui vont nécessiter une échographie plus rapide de la grossesse. Donc, le moment où faire l'échographie de viabilité, ça peut être vers 7-8 semaines, si on veut aussi l'utiliser pour bien dater la grossesse. C'est sûr que s'il y a des signes et symptômes de grossesse extra-utérine, notre objectif numéro 1, ça va être on ne va pas nécessairement se préoccuper immédiatement de est-ce que ça évolue ou non. On va vouloir rapidement déterminer cette grossesse-là se développe à quel endroit, est-ce que c'est dans l'utérus ou non. Donc, s'il y a des signes et symptômes, ça va peut-être nous amener à recommander l'échographie plus tôt que ce qu'on voit habituellement. Donc, effectivement, ce n'est pas une échographie qui va être faite nécessairement pour toutes les femmes enceintes. Après ça, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui vont vouloir se rassurer rapidement parce ça donne que, rien. ben, en fait, c'est que médicalement parlant, c'est pas une échographie qui assure la viabilité du bébé. Ben, en fait, c'est que c'est pas une échographie qui va nous donner tout le maximum d'informations dont on a besoin. Ouais. Donc, les patientes qui vont avoir des cycles irréguliers, des cycles très longs, oui, on va vouloir faire une échographie pour bien déterminer l'âge gestationnel, pour prévoir la suite des rendez-vous médicaux. Mais sinon, l'échographie qui nous permet d'avoir le plus d'informations, puis on va en parler tout à l'heure, mais ça va être vraiment l'échographie de clarté nucale. Donc, où on peut faire en même temps la datation de la grossesse. Mais c'est sûr que on est avancé en grossesse. On est un petit peu plus avancé, c'est ça. Donc oui, il y a quand même des couples qui vont vouloir avoir des échographies. Donc après ça, c'est de discuter avec son professionnel de la santé pour pouvoir voir si on peut bénéficier ou non d'une échographie de datation un petit peu plus précoce que la clarté nucale. Ce sera à déterminer avec votre professionnel traitant. C'est sûr que nous, à la clinique, on offre la possibilité de consultation avec un professionnel de la santé pour faire l'évaluation de la situation, puis pouvoir offrir, selon l'évaluation, la possibilité d'obtenir une prescription pour une échographie Avez-vous un médecin de datation. Maintenant? On a la possibilité de consultation avec médecins, infirmières praticiennes spécialisées aussi. Donc, oui, c'est quelque chose qu'on peut offrir, mais qui ne sera quand même pas accessible là, nécessairement dans toutes les situations. Donc, pour plusieurs raisons, l'échographie de datation précoce ne sera pas nécessairement offerte à toutes les femmes enceintes. Puis il y a aussi le facteur qu'on ne veut pas, je vais dire, congestionner, entre guillemets, le réseau de la santé pour quelque chose qui n'a pas nécessairement d'indication médicale à faire. Donc, on veut privilégier vraiment un examen qui est peut-être un petit peu plus complet, qui va nous donner plus d'informations. Qui est plus, c'est ça, tu sais, un examen médical, c'est pas un examen qui est récréatif. Puis, surtout dans le secteur public, là, c'est sûr que nous, on est une entreprise privée, donc il y a peut-être une différence, mais on ne veut pas amener des examens dans le réseau public qui ne sera pas nécessairement
indiqué médicalement parce que si on offrait la possibilité d'échographie de datation à toutes les femmes enceintes juste pour un côté de réassurance, ça n'aurait juste pas de bon sens. Il n'y aurait pas assez de ressources humaines, financières pour combler tout ce besoin-là. Donc, on préfère mettre nos ressources là où, médicalement parlant, c'est le plus essentiel. Donc, il y a quand même des femmes qui vont avoir des indications médicales de procéder à une échographie de viabilité ou encore une échographie de datation, qui auront par exemple des saignements en début de grossesse, comme on parlait tantôt, qui auront des cycles irréguliers, des cycles longs, des antécédents de fausse couche, grossesse extra-utérine, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc, les autres vont plutôt bénéficier d'une échographie de clarté nucale qui va nous permettre aussi de dater la grossesse puis d'assurer la viabilité de la grossesse. C'est totalement comprenable, mais je crois qu'on est dans cette situation-là. Quand on est une maman, on est enceinte, on voudrait des réponses. On veut être rassuré. C'est ça, on a besoin d'être rassuré, donc c'est Ouais. difficile, mais oui, de ce point de vue médical-là, logistique aussi avec les ressources médicales qui se trouvent chez nous, c'est vrai que c'est d'aller cibler une clientèle qui en a besoin. Donc là, te voilà après enceinte de bébé Roméo, tu as eu une échographie de viabilité, on a bien vu les petits mouvements là, cardiaques, fœtaux, son petit cœur battait bien. À ce moment-là, il n'y avait rien qui pouvait laisser présager. À ce moment-là, ils ne laissent rien présager. Ils ne peuvent pas. C'est ça, bébé était dans l'utérus, le petit cœur bas, c'est tout. Toi, par contre, ton petit cœur à toi, comment tu étais face à cette grossesse? Est-ce que tu étais sur ton nuage de voir à l'écran ton bébé, quoique tu avais déjà perdu une naïveté de voir le petit cœur clignoter en disant « je peux quand même le perdre, ce bébé-là » ou tu avais quelque chose d'autre de plus profond? J'avais vu dans l'extrait du livre là, de Julie Amick, qui a été ta doula, je crois, que tu parlais du fait que tu avais eu beaucoup de mal à t'attacher à ton bébé. Est-ce que ça a été le cas parce que tu as eu des grossesses qui se sont malheureusement... Je sais pas, c'était vraiment spécial. Même sur mon Instagram, mon algorithme, là, il y avait juste la trisomie 21 à ce moment-là. Je sais pas pourquoi. Je le sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Comme je te dis, j'étais tellement malade, là, je filais pas, j'étais tout le temps couchée. Puis tu sais, je veux dire, j'en ai eu là, des grossesses, là, tu sais, puis j'étais comme, my God, ça avait aucun sens. J'étais pas capable de fonctionner physiquement, là, vraiment. Puis, j'avais du mal à t'attacher. Ouais, j'avais de la misère à m'attacher. On dirait que je croyais pas. Il y avait quelque chose en dedans de moi, là. Tu sais, l'intuition, là, était vraiment forte, là. C'était vraiment forte. Puis Charles, ton conjoint, comment il était? Lui, c'était quoi son rôle? Est-ce qu'il essayait de te rassurer ou lui aussi, il disait... Non, lui, il avait pas vraiment... Tu sais, les gars, ils n'ont pas vraiment... Tant que c'est pas concret là. Il était content, on y allait prudemment. On l'avait dit rapidement à mon fils aussi, qui attendait vraiment un frère et une sœur. OK, donc il était au courant. Okay. Est-ce qu'il avait été au courant des autres grossesses? Excuse-moi, je t'ai coupé, Alex. Il y avait quel âge? Il y avait... En 2020, on est en 2025, là, il y avait comme 3-4 ans, à peu près. Fait que les autres grossesses, oui. Ben oui, parce que j'étais en pandémie. Fait que là, l'autre, on se déplaçait tout en gang à l'hôpital, puis il attendait dans l'auto avec Charles. Mais non, il y avait vraiment quelque chose. Il y avait quelque chose au plus profond de moi que j'essayais d'enlever. Tu sais. Je disais, voyons, il faut pas que tu penses à ça. Ouais, c'est ça, arrête de penser à ça. Puis... Tu rattachais peut-être ça à tes fausses couches, tu sais. Cette difficulté à t'attacher à ton bébé, mais avec du recul, est-ce que tu réalises que c'est parce que c'était beaucoup plus profond que ça? Oui, je pense que oui. Tu le sentais qu'il y avait quelque chose. Tu sais, on dit qu'on partage nos gènes, notre sang, notre ADN avec notre bébé. C'était vraiment ça. Puis, dans le fond, j'ai fait la prise de sang pour le... À 10 semaines. Tu n'avais pas encore fait ta clarté nucale à ce moment-là. Donc, à 10 semaines, tu as fait la prise de sang de l'ADN fœtal. Je ne sais pas si tu as envie juste de donner des petits compléments d'information des dates là, à laquelle on propose cette prise de sang-là. C'est dépistage. Oui, exactement. Donc, le dépistage par ADN fœtal, c'est le dépistage qui est recommandé. Maintenant, je dirais, il est reconnu comme étant le dépistage qui est le plus précis, qui peut être offert à toutes les femmes enceintes, ou presque à quelques exceptions, mais il nous permet vraiment d'avoir des résultats qui sont précis, rapides, fiables pour les principales trisomies. 13, 18 et 21, là, particulièrement, il y a la possibilité d'ajouter des options supplémentaires à l'analyse, là, selon certaines indications, dont la détermination aussi, quelque chose qui va être désiré par plusieurs parents, c'est la détermination du sexe fœtal. Exact. Donc, c'est un dépistage qui peut être fait à partir de la 10e semaine, qu'on recommande après une échographie. Donc, comme tu avais
pu bénéficier d'une échographie précoce au premier trimestre, c'est la raison pour laquelle le test a pu se faire un petit peu plus rapidement. Fait que c'est sûr que au-delà de la précision des résultats, ça nous permet d'avoir des résultats tôt en grossesse. Donc, ça fait en sorte que, bien, quand tout est normal, c'est super rassurant pour la suite, pour ce qui est des principales Je pense que je l'avais fait tard quand même. Je pense que tu peux le faire jusqu'à 12 semaines. Il n'y a pas de limite. Ça, je l'avais fait à 11 ou 12 semaines. Je pense sans que l'échographie. j'avais fait la viabilité, juste la viabilité. puis après ça... Mais la clarté nucléale n'avait pas été faite. Pas encore. OK, c'est ça. Puis quand tu as reçu le résultat d'ADN fœtal, qui n'était pas un résultat diagnostique, mais plutôt que le dépistage mentionnait qu'il y avait un haut risque, une probabilité, à ce moment-là, tu n'avais pas encore eu d'échographie de clarté nucléale? Non. OK. Est-ce que tu te souviens probablement où tu étais à ce moment-là? Oui, on était à la maison. Charles était là, je me rappelle, parce que c'était Julie qui m'avait appelé pour m'annoncer ça. C'était pas ton médecin qui t'avait Non, c'est Julie qui m'avait appelé. Mon médecin m'avait appelé après, mais c'était Julie qui m'avait appelé. Puis elle m'a dit, les tests sont là, j'ai une mauvaise nouvelle. Tu as 9 chances sur 10 d'avoir un enfant avec la trisomie 21. Fait que là, moi, j'étais comme juste... Je comprenais pas. Dans ma tête, je comprenais pas parce que comme dans ce temps-là, les résultats, c'était une chance sur 500, une chance sur 1000. Tu sais, c'était comme... Fait que là, j'ai dit à Julie, il est où mon gros chiffre? Je comprends pas ce que tu me dis. Je capte pas. Comme il n'y a pas de gros chiffre, mais c'est 9 sur 10. Il y a 9 chances sur 10. Fait que là, j'étais comme, OK, ben tu t'accroches au 1 sur 10, tu sais. Tu dis, il y a une erreur, on va le refaire, on va faire quelque chose. Puis c'était le déni, là. C'était complètement déni. Dans le choc, toi, tu étais en déni. Ouais. Ton conjoint, lui, comment ben ça, on n'avait jamais eu la conversation. Vous aviez jamais envisagé que ça pouvait malheureusement vous arriver? Jamais. Puis mon chum, lui, c'est à ce moment-là qu'il a mis un genou à terre. Il avait jamais mis, avec toutes les fausses couches, il n'avait jamais mis un genou à terre. Il est tombé en congé. On a pris un arrêt. On avait vraiment besoin de discuter. Puis là, les discussions sont devenues houleuses. Parce que, tu sais, j'avais eu plein de fausses couches. Fait que je m'étais dit, je suis qui, moi, pour enlever la vie d'un enfant qui a choisi moi comme maison, tu sais. Mais là, d'un autre côté, j'ai une vie effrénée. Je suis tout le temps partie en tournage. Mon chum est en caserne avec des heures atypiques. Mon garçon, à ce moment-là, Raphaël, c'est un enfant hypersensible qui a besoin de beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. Fait que là, j'étais comme, bon, mais on va-tu réussir à lui donner la vie qu'il a besoin, les soins qu'il a besoin, parce que ton corps... en fait, tu te déchires entre les responsabilités puis l'amour, tu sais. Oui. Fait que c'est ça. Puis on a eu des grandes discussions. Puis là, tu sais, la famille se met là-dedans aussi, là. Tu sais, là, tu reçois des appels, puis c'est comme, hey, Marie-Pierre, puis tu as tes amis qui te mettent en contact avec un autre parent qui a eu un enfant trisomique, puis qui vit bien, puis tu sais, la trisomie 21, tu connais pas la gravité tant que l'enfant n'est pas né, là. Né. Surtout sur le plan intellectuel, en fait. Là. Aussi, mais tu sais, beaucoup, on n'en parle pas, mais des grosses statistiques au niveau de la leucémie, au niveau cardiaque, au niveau, tu sais, tout le monde parle des enfants sourire, des enfants soleil, mais ça, c'est ceux que tu vois. C'est ceux qui peuvent sortir, c'est sûr que... malheureusement, la condition est beaucoup plus complexe. Fait que puis n'importe quelle opinion est valide à ce moment-là, puis c'est vraiment pas un débat, genre, parce que, comme je te dis, j'en connais des gens qui ont des enfants trisomiques, puis j'en ai côtoyé aussi, puis comme je te dis, eux autres, c'est probablement c'est léger parce qu'ils vivent bien, puis ils sont pas en fauteuil roulant, puis ils sont pas alités, mais... Fait que, tout le monde se dit... Tout le monde se fie sur ces enfants soleil-là pour dire ça va bien aller, ça va bien aller. Mais ça venait peut-être brouiller un petit peu, vos décisions. Puis surtout qu'à ce moment-là, on se rappelle que c'est un résultat d'un dépistage prénatal, donc ça n'avait pas été un diagnostic qui était tombé. Donc là, j'imagine que ça en est suivi après l'échographie, la fameuse échographie. En fait, prénataux m'ont appelé, ils m'ont proposé de venir faire un écho. Fait que je suis venue faire un écho, pas de clarté nucléale, c'était vraiment un écho. On est venu faire un écho pour le voir, pour voir son état. Puis, c'est Julie qui m'avait fait l'écho. Puis, tu sais, on voyait la nuque était super épaisse. Puis, parce que moi, j'avais besoin du 1 %. Tu sais, le 1 sur 10, là, je voulais savoir quoi faire avec ça. Mais tout de suite, on a vu que la mesure était anormale. Tu voudrais nous expliquer un petit peu c'est quoi la mesure? Puis le cœur aussi. Tu sais, Julie m'a dit honnêtement, je pense même pas qu'il va passer la fin de semaine. Ça, on était vendredi quand j'ai su ça. Fait que c'est ça. Fait que... Si tu veux dire les statistiques, je vais pas te donner les infos après. Ben, je vais revenir un petit peu aux résultats du dépistage prénatal pour faire quelques rappels. Donc, le dépistage prénatal, je parlais tantôt de la fiabilité de l'ADN fœtal et tout. Il reste que, un peu comme tu l'as dit, Charlotte, c'est un dépistage et non pas un diagnostic. Donc, lorsque les résultats indiquent un risque faible,
c'est tout à fait rassurant parce que c'est un dépistage qui permet de dépister jusqu'à 99 point quelques % des 3 principales trisomies, donc 13, 18 et 21. Lorsque le résultat indique un risque élevé, il y a quand même lieu de garder en tête que c'est un dépistage, ce n'est pas un diagnostic. Donc, il y a certains facteurs, donc par exemple là, des facteurs maternels, des facteurs placentaires qui pourraient expliquer la présence d'un résultat à risque élevé, mais que l'anomalie chromosomique ciblée ne se retrouve pas chez le bébé. Donc ça, c'est vraiment un élément à prendre en considération. Puis, lorsqu'un professionnel aura annoncé un résultat de dépistage prénatal par ADN fœtal, c'est de l'information qu'il faut mentionner, mais il y a toujours lieu de poursuivre, là, évidemment, à des investigations supplémentaires. Évidemment, après ça, mais il y a la question du choix des parents. Donc, il y a des parents qui, lorsqu'on va leur annoncer la présence d'une trisomie, qui vont décider de ne pas poursuivre les investigations parce qu'ils auront le désir de poursuivre cette grossesse-là, de la mener à terme, puis d'élever leur enfant. Ouais. Toutefois, si les parents souhaitent se diriger davantage vers une interruption de grossesse, là, il y a lieu de procéder à des investigations supplémentaires parce que on doit confirmer que ce bébé-là a bel et bien l'anomalie ciblée ou infirmée avant d'interrompre une grossesse pour ne pas interrompre une grossesse pour laquelle le bébé, finalement, ne serait pas porteur de l'anomalie ciblée. Donc, parmi toutes les investigations qui sont à faire, bien oui, évidemment, il y a l'échographie qui est un élément essentiel. Donc, l'échographie de clarté nucale, c'est une échographie qu'on va faire en moyenne, là, à peu près entre 12 et 14 semaines, qui est présentement recommandée par la Société des obstétriciens gynécologues du Canada pour toutes les femmes enceintes à travers le Canada. Par contre, c'est une échographie qui n'est pas offerte de façon universelle, malheureusement, encore au Québec. Donc, il y a encore des régions dans lesquelles la clarté nucale n'est malheureusement pas disponible. Ah oui. En raison ça prend des professionnels qui sont qualifiés pour faire cet examen-là. Donc, au niveau le plan ressources humaines et tout ça, il y a encore des régions au Québec qui n'offrent pas l'échographie de clarté nucale. Donc, il va offrir une échographie du premier trimestre, une datation peut-être un petit peu plus tôt, mais qui n'offriront pas cette possibilité-là d'échographie. C'est dommage parce que c'est une échographie qui nous permet quand même d'obtenir, comme j'en parlais tout à l'heure, plusieurs renseignements essentiels pour la grossesse. Donc, pour quelqu'un qui n'aurait pas eu d'échographie au préalable de datation viabilité, va nous permettre de déterminer l'âge gestationnel exact de la grossesse, va nous permettre de déterminer si la grossesse est évolutive ou non. Évidemment, bon, de déterminer si c'est une grossesse simple ou une grossesse gémellaire, donc de déterminer le nombre de fœtus. Mais la mesure, on parle de l'échographie de clarté nucale, donc la mesure de la clarté nucale, c'est une mesure qui se prend au niveau de la nuque du bébé. Puis, après ça, il y a des mesures normales, des mesures anormales. Donc, ce qu'on sait présentement, c'est que si la mesure est plus élevée que la moyenne, bon, si la mesure est plus élevée qu'un 3,5, là, c'est probablement ce qui est dit dans la littérature médicale, millimètre exactement, ça prédispose à une augmentation de risque de certaines anomalies chez le fœtus, donc des anomalies morphologiques, donc par exemple cardiaques, ou encore des anomalies chromosomiques. Donc, c'est une mesure qui est très pertinente à savoir. Une échographie, une mesure de clarté nucale normale n'indique pas nécessairement l'absence de certaines anomalies, mais une mesure de clarté nucale anormale ne signifie pas d'emblée que le bébé va avoir une anomalie chromosomique ou encore une anomalie morphologique. Donc, il y a d'autres examens complémentaires qui sont nécessaires, mais cette échographie-là nous permet aussi, dans certains centres, parce qu'il y a des centres qui vont se limiter vraiment à la mesure de la clarté nucale, datation de la grossesse, localisation, mais il y a des centres qui vont nous permettre de faire vraiment ce qu'on appelle une morphologie complète du premier trimestre, qui fait partie des recommandations, mais qui n'est pas disponible partout. Donc, c'est un moment où on va prendre le temps d'aller voir vraiment toute la morphologie globale du bébé au premier trimestre. Et l'objectif, c'est de voir est-ce qu'on est capable de dépister plus rapidement en grossesse certaines malformations physiques chez le bébé
au lieu que ce soit vu seulement qu'à l'échographie de morphologie du 2e trimestre. Donc, c'est un examen qui peut être très complet, très bénéfique et qui va être complémentaire aussi au dépistage prénatal parce que il est quand même recommandé de faire un dépistage prénatal sanguin même si on bénéficie d'une clarté nucale. Donc, le fait de faire l'un ou l'autre n'élimine pas la nécessité de faire l'autre examen. Donc, même si on fait un dépistage par ADN fœtal, c'est souvent un élément qui va être apporté, un questionnement qu'on va avoir en clinique où les parents vont dire « Oui, mais moi, je fais un dépistage par ADN fœtal, c'est pas pertinent de faire une clarté nucale. » La réponse, c'est oui, c'est pertinent, oui, c'est recommandé parce que l'échographie de clarté nucale va nous permettre d'aller voir d'autres choses chez le bébé que l'ADN fœtal ne nous permettrait pas. Puis, comme je le mentionnais tout à l'heure, même si l'échographie de clarté nucale, elle est normale, il pourrait y avoir la présence d'un résultat qui indique un risque élevé pour une trisomie et la présence d'une anomalie chromosomique chez le bébé, même si la clarté nucale ne démontre pas d'anomalie. Donc, c'est vraiment 2 examens importants qui sont complémentaires l'un et l'autre. Donc, dans ton cas, dans le fond, on aurait eu l'ADN fœtal qui indiquait le risque élevé, mais qui va avoir aussi la clarté nucale anormale dans ta situation. 2 marqueurs qui déjà mentionnaient, mais je veux juste revenir sur un point qui est quand même important que tu as nommé, Alexandra, puis c'est bien de présenter, de dire que c'est pas parce que la clarté nucale est belle qu'on n'a pas besoin d'aller pousser à l'examen diagnostique, parce que je crois que la trisomie 21, notamment, ne se présente pas majoritairement par une clarté nucale qui est augmentée. Un accompagnement complet. Ce qui rend Prénato vraiment unique, c'est son accompagnement global du désir de grossesse jusqu'après la naissance de votre bébé. Tests de dépistage, échographie, suivi personnalisé, santé de la femme, contraception, tout est offert au même endroit. Une approche bienveillante et humaine, pensée pour que vous vous sentiez soutenu, écouté et en confiance. Parce qu'être bien accompagné, ça change tout et ça commence sur prenato.ca. C'est sûr que dans la majorité des cas, oui, on va avoir des marqueurs échographiques qui vont nous laisser suspecter qu'il y a quelque chose d'anormal. Puis ça vient appuyer aussi notre dépistage prénatal. Donc, les chiffres que tu mentionnais tout à l'heure, le 9 sur 10, le 1 sur 10, donc un peu ce qu'on appelle, dans le fond aussi, la valeur prédictive positive d'un résultat, c'est que mon résultat qui indique un risque élevé, c'est quoi les chances qu'il soit vraiment représentatif de la réalité? Puis, c'est vraiment une statistique qui va être influencée par plusieurs éléments. Donc, c'est quoi la fiabilité de mon dépistage? L'âge maternel? Est-ce qu'il y a eu d'autres examens précédents qui vont nous laisser suspecter quelque chose d'anormal? Est-ce qu'il y a la présence d'anomalies à l'échographie? Donc, tout ça va venir influencer notre pourcentage de probabilité de notre résultat d'ADN fœtal. Donc, Marie-Pierre, après ton échographie, finalement, là, où on a vu la petite mesure, on parle de la clarté nucale, juste pour faire une petite spécificité, c'est au niveau de la nuque, un petit liquide qui est présent entre 12 et 14 semaines de grossesse. C'était épais. Toi, c'était épais, donc très, très épais. anormal. Après, ça a été quoi la suite des choses? Est-ce que ton médecin t'a proposé, on va faire un examen diagnostic pour vraiment aller confirmer tout ça? Dans le fond, ça a été très, très rapide. L'hôpital m'a appelé, j'avais un test génétique le lundi. Fait qu'on était le vendredi. Le lundi, OK. Ouais. Fait que finalement, on a décidé d'aller passer un week-end en dehors de la maison, toute la famille. J'ai vraiment beaucoup parlé au bébé. J'ai demandé de me faire un signe. Tu sais, j'ai dit, si tu veux revenir dans un corps en santé, tu peux. Si tu veux rester, fais-moi signe, etc. Fait que je crois beaucoup à l'énergie. Puis Donc, le lundi, quand on est rentré dans la salle en génétique, pour y aller chercher en fait un morceau du placenta pour l'analyser. Donc, c'était une biopsie du chorion que tu as eu. Exactement. OK, on va en revenir. Je vais te laisser terminer, puis après, Alex va pouvoir nous expliquer un petit peu. Là, dans le fond, pour voir justement s'il faisait une amio ou ça, il fallait qu'il aille voir il était où le placenta. Fait qu'ils m'ont fait un écho. Puis là, quand l'écho est arrivé, ben c'était le silence radio. Il n'y avait plus de cœur, il n'y avait plus rien. Avant la procédure, le petit cœur avait cessé. Fait que là, il avait décidé de partir. Fait que, tu sais, on a comme eu 1 million de tonnes de moins sur les épaules. Là. J'ai entendu mon chum faire... C'est vraiment, là, c'était comme le soulagement de ne pas avoir... bébé Roméo qui ait pris la décision, exactement. Là, qui était trop malade. Fait que c'était bien, tu sais, tous les médecins, ils doivent faire des condoléances et tout. Il faut quand même que tu fasses l'examen. Vous l'avez quand même fait? On l'a fait quand même parce que
toutes mes autres fausses couches, j'ai-tu un facteur de risque? J'ai-tu quelque chose génétiquement que je ne connais pas, qui s'est développé? On voulait des réponses pour toutes les autres fausses couches ou la prochaine fois, si j'avais un haut risque, le projet de bébé aurait terminé là, tu sais. Fait qu'on a quand même fait la biopsie, oui. Là, puis on a tout fait l'arbre généalogique, puis les millions de questions. Il y a eu un gros suivi génétique après. Ouais. Puis, dans des cas où on doit faire un examen diagnostique, que ce soit pour une échographie anormale, pour un ADN fœtal à haut risque, dépendamment du terme de la grossesse qui est proposé, ce serait une amniosynthèse, qui est le mot, je crois, le plus courant qu'on connaît un petit peu plus. Ça, c'est l'aiguille. L'aiguille, mais ça exactement. va vraiment plus loin dans la grossesse, je pense que c'est quand tu es plus avancé. Il y a en fait, c'est que ça dépend de ton terme de grossesse, exact. à savoir est-ce qu'on fait la biopsie du chorion comme toi, tu as eu, ou l'amio. Puis justement, Alex va pouvoir nous informer. Et l'emplacement, je pense, du placenta aussi. C'est ça. Il y a plusieurs facteurs qui vont déterminer. Donc oui, un peu comme vous le mentionnez, il y a deux types de méthodes diagnostiques là, qui sont les plus couramment utilisées. Donc, la biopsie chorionique ou biopsie des villosités choriales qu'on va appeler et la myosynthèse. La biopsie des villosités choriales, c'est une méthode diagnostique qui va être utilisée un petit peu plus souvent jusqu'à 14 semaines là, maximum, là, entre 10 et 14. Qui était ton terme à peu près, toi. J'étais vraiment ça sur Donc, l'objectif, c'est vraiment, comme tu le disais, Marie-Pierre, d'aller prélever à l'aide d'une aiguille sous échographie des cellules au niveau du placenta. Donc, c'est vraiment ça qu'on va aller analyser pour déterminer s'il y a la présence ou l'absence de certaines anomalies chromosomiques. Tandis que la myosynthèse, la différence, c'est que c'est vraiment, on va aller prélever quelques millilitres, mais au niveau du liquide amniotique. C'est un examen qui se fait diagnostic un petit peu plus vers, à partir de 15-16 semaines. Qu'est-ce qui fait qu'on va choisir un plutôt que l'autre? Bien, l'âge gestationnel de la grossesse, ça va être un facteur décisionnel. Ensuite, c'est quoi le type de conditions qu'on va vouloir aller dépister? Puis, les compétences de l'équipe en place. Donc, c'est quand même des examens, comme tu l'as vu, qui nécessitent beaucoup de minutie puis de compétences de l'équipe. Donc, il y a quand même des professionnels de la santé qui n'auront pas nécessairement les aptitudes de procéder à des biopsies des villosités choriales qui pourraient amener, selon certaines régions, à recommander des investigations dans des centres tertiaires. Donc, on va recevoir, par exemple, à Québec, des patientes qui vont provenir de l'Est du Québec, pour ce type d'examen-là, Montréal, d'autres régions entourant aussi. Mais c'est vraiment les deux méthodes diagnostiques qui sont les plus souvent proposées, qui se ressemblent au niveau de l'intervention, mais qui vont avoir quand même là, des petites différences. Donc, ils auront chacun des avantages, des inconvénients, chacun leurs limites. Des fois, on va faire une biopsie des villosités choriales. On n'aura pas 100% des réponses qu'on va vouloir. Donc, on va devoir procéder un petit peu plus tard à une myosynthèse pour avoir des résultats un petit peu plus précis. Mais généralement, avec des résultats de biopsie, là, quand c'est offert, ça nous permet d'avoir la majorité du temps les réponses à nos questions. Ils sont retournés 2 fois. Puis leur juste. 2 fois parce qu'ils n'avaient pas réussi à avoir assez. Tu étais encore enceinte alors à ce moment-là? Oui. Puis dans le fond, fait qu'on est parti de là en espérant d'avoir des réponses à nos questions. Finalement, le résultat, c'est avéré trisomie 21, en fait. Là, ça a été confirmé. Après la deuxième fois, là. Exactement. Puis, mais au niveau génétique, il n'y avait rien. Vous avez poussé les tests à savoir, parce que justement, tu avais déjà plusieurs fausses couches. Là, exact. On voulait savoir si ça avait du rapport. Okay. Puis, tu sais, le vendredi, quand je suis venue quand je suis venue voir sa nuque, je savais pas encore le sexe. On voulait pas le savoir. C'était ma prochaine question, c'est ça. On voulait pas le savoir à cette grossesse-là. Puis finalement, on a parlé beaucoup avec Catherine, qui est une infirmière chez Prénato, qui nous a beaucoup accompagnés pendant notre deuil, puis pendant tout le processus de ça. Qui a vécu une histoire similaire, elle aussi, d'ailleurs. Oui, fait que c'est la seule place où est-ce que mon chum s'est vraiment livré, c'est dans son bureau, il allait la voir pour se confier, puis vraiment. Elle était vraiment une fée pour nous, là. Puis là, elle nous a dit, tu sais, cet enfant-là, il fait partie de votre famille, puis je pense que ça t'aiderait vraiment à savoir le sexe pour le deuil. Moi, j'avais peur que ce soit une fille, mettons, puis que je me dise, mettons, que les autres, c'était toutes des filles, puis dans le fond, je suis pas capable d'avoir de filles. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Parce que j'avais déjà un garçon, fait que je savais que j'étais capable de faire des garçons en santé, tu sais.
Fait que finalement, c'était un garçon, puis on l'a nommé Roméo. Vous avez décidé de le nommer, puis est-ce que ton conjoint était d'accord aussi de connaître le sexe, de donner un nom? Là, vous étiez vraiment là en paix tous les deux, Ouais. avec ça, puis c'est ce qui vous a aidé un petit peu à traverser. Oui, puis ça l'a aidé aussi Raphaël. Là. Il a tellement pleuré pour ce bébé-là. Là, parce qu'il était au courant de la grossesse. Il a dû vous voir, j'imagine, un petit peu dans tous vos états le week-end où vous êtes partis, sachant pas trop ce qu'il allait advenir de la santé du bébé. La bédaine arrive vite, là, après autant de fausses couches, là. Fait que, tu sais, il était tout le temps après ma bédaine, puis tout. Fait qu'il a vraiment beaucoup pleuré pour Roméo. Puis comment on explique ça à un enfant de 3 ans, à l'époque, 3-4 ans? Ben, on lui a juste dit qu'il avait décidé d'aller au ciel. C'était vraiment qu'il était malade, puis qu'il allait revenir probablement dans un autre corps. Puis on est très... il y a beaucoup de films de Disney qui aident, là. Entre autres, tu sais, il y a Âme, le Soul, là, de Disney, qui aide vraiment à comprendre les âmes qui vont dans les corps, puis tout, là. Fait que Disney, c'est vraiment super pour ça. Fait qu'on a utilisé beaucoup sinon des livres, tu sais, des livres sur le deuil. Puis dans le fond, quand on a perdu Roméo, moi, je me suis mariée en septembre. Puis mon grand-père, il avait 96. Puis moi, j'avais dit à mon chum, si on se marie pas, si on se marie puis mon grand-père n'est pas là, je vais t'en vouloir toute ma vie. Fait qu'on s'était mariés, puis mon grand-père, il était là, puis il est décédé en mai, comme vraiment plus tard. Puis il m'a dit, tu sais, lui, il avait vraiment beaucoup de peine là, de toutes mes fausses couches, puis j'étais très, très, très proche de lui. Puis il m'avait dit, la première chose que je vais faire quand je vais aller au ciel, c'est d'envoyer un bébé en santé, tu sais. Wow. Puis, tu sais, il est décédé au mois de mai. Puis, moi, j'étais allée en voyage de noces au mois de mai. Je suis revenue au mois de septembre. Puis, Juliette est arrivée après. Fait que... de cette même année. OK, je comprends. Ouais, tu comprends la chronologie un peu, là. Fait que tu sais, le décès de mon grand-père aussi, proche de Roméo, puis tout, là, fait qu'on a eu beaucoup d'interventions à faire au niveau de... Il y a eu beaucoup de deuil dans cette courte période-là. Oui, pour Raphaël, ça a été tough. Donc, vous étiez jamais un peu... Tu sais, avec les historiques de fausses couches, le but était de mener une grossesse, de passer le premier trimestre. Jamais il a été question d'avoir un diagnostic prénatal d'une trisomie quelconque sur un bébé. À toi et ton chum, ça vous a jamais traversé l'esprit? Ben, qu'est-ce que tu veux? Ben, de faire l'ADN fœtal, on les a fait pour chaque enfant. Oui, vous avez fait pour chaque, mais ça ne vous a jamais traversé. Vous, en fait, l'objectif était, il faut passer le premier trimestre parce qu'on perd les bébés malheureusement avant. Donc, jamais il y a eu de se dire, il y a eu lieu de penser, de se dire, bien, on pourrait aussi avoir un bébé malade, là. C'est pas juste de se rendre à tel terme dans la grossesse, tel nombre de semaines dans la grossesse. Donc, ça vous avait... Dans notre vie à nous, ça n'aurait pas marché. On est trop absent, il aurait fallu qu'un des deux arrête de travailler. Honnêtement, ça aurait été vraiment pas ça n'aurait pas été une belle vie pour lui, dans le sens qu'on n'aurait pas eu ou bien un des deux aurait écopé, vraiment. En même temps, je dis ça, peut-être que ça y aurait été léger, tu sais, puis qu'il aurait fonctionné, puis qu'il aurait travaillé, puis que j'en ai aucune idée, tu sais. Nous autres, on allait juste dans le pire, c'est quoi qui va arriver, tu sais. Est-ce que vous vous étiez consulté? Est-ce que c'était difficile entre vous deux, dans votre couple, justement, de la décision? Est-ce qu'elle était absolument la même pour vous deux? Ou... Non, pas en tout. Pas du tout, okay. Non, Charles, lui, c'était comme, il n'y en a pas question. Tu sais, on n'est pas outillés pour ça. Tu sais, j'étais comme, ouais, mais personne n'est outillé pour ça au final. Toi, ton cœur te disait le contraire. Exactement. Mais tu sais, en même temps, il voulait pas aller contre moi. Tu sais, c'est moi qui le porte, il est dans mon corps, tu sais. Fait que c'était comme très... C'était vraiment des combats de valeurs. C'est des grosses discussions dans un couple qu'on ne souhaite, en fait, jamais avoir, je pense. Hein? Exact. Puis, tu sais, il y a des amis qui étaient comme, moi, mon chum, puis moi, on se l'est dit, si on a une enfant malade, c'est un non. Puis, j'ai une de mes amies, une de mes bonnes amies, son fils a 2 semaines de différence avec le mien, puis il est né avec la maladie de Hunter, une maladie dégénérative grave. Puis, elle est tout le temps dans les hôpitaux à cause de ça, tu sais. Puis moi, elle me l'a dit, là, Marie, nos hôpitaux sont pas faits pour les enfants malades. Notre société est pas faite pour les enfants malades. Tu sais, comme si demain matin, je tombais enceinte puis j'avais un autre enfant malade, j'arrêterais la grossesse, là. C'est ça. La société n'est pas adaptée à ça, malheureusement. Mais toi, de le vivre, c'était difficile pour toi de concevoir ça, évidemment. Puis, absolument. Donc, c'est là que ça devient confrontant dans un couple. Ça doit être pas des périodes. C'est pour ça qu'elle était le lundi, quand on a vu que son cœur avait arrêté tout ça. Le soulagement. C'est un peu comme si la vie l'avait choisi pour vous. Il avait choisi qu'elle allait enlevé ce fardeau-là décisionnel. Puis c'est un peu... bon, parce qu'on va se le dire, là, notre travail quotidien, c'est d'accompagner des parents qui vivent un petit peu dans ce processus-là, qui ont malgré tout des chemins un petit peu différents. Donc,
toi, de ton côté, la grossesse s'est arrêtée spontanément, mais c'est pas le cas Non. pour tout Les le monde. jugements Donc, sont difficiles. Comme je dis, tu sais, il y a tellement de monde avec Instagram aujourd'hui, tu sais. Je sais pas si vous connaissez Noah, là, tu sais, que dans le fond, il a couru, puis tu sais, lui, c'est un gars avec qui j'ai travaillé sur des plateaux de tournage. Fait que, tu sais, je le vois, je le suis, tu sais, son enfant, il est merveilleux, tu sais, j'en vois plein, tu sais, mais comme chaque décision est valide au final. Exactement. Puis chaque vie contexte est exactement, différent aussi. exactement. On n'a pas tous le même milieu social, le même entourage. On n'a pas Tu sais, le on même dit toujours, support. c'est ça, ça prend un village pour élever un enfant. C'est moi, ma famille est à Laval, Montréal, Montréal, les Laurentides. Mon chum, toute sa famille est à Sherbrooke. Fait qu'on est vraiment toutes seules ici. Là. Il y a tout ça à Québec, OK? Oui, c'est le travail de ton chum qui vous a mis ici. Okay. Exactement. Okay. Donc fait oui, que, c'est sûr, ça prend... tout ça change. Puis tu sais, même l'entourage, tu sais, mon père s'est jamais mêlé de rien de ma vie de même, mais comme, tu sais, il m'a appelé, puis t'es comme, c'est une décision d'une vie, là, Marie-Pierre. Tu sais, c'est sérieux, là, faut vraiment que tu y penses, puis tu sais, c'est pas juste, parce que moi, j'étais un peu tête en l'air, puis cœur sur la main, puis je suis comme... Viva la vie, là, tu comprends? Fait que lui, il était comme, non, là, faut que tu t'assoies puis que tu penses à tes affaires comme il faut, tu sais. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, vous saviez déjà que c'était un garçon, vous l'aviez déjà nommé? Oui. Oui, OK. Puis, vous aviez donc pas de facteur de risque. C'est quoi les facteurs de risque d'avoir un enfant avec une trisomie? Est-ce que, tu sais, il y en a pas dans sa famille, il y avait pas de facteur de risque, donc... C'est une réponse sans réponse, je pense. Ce qu'il faut dire, en fait, 95% des cas de trisomie 21, c'est ce qu'on appelle une trisomie libre et il n'y aura pas de facteur de risque associé à. Donc, c'est souvent des choses qu'on doit, des croyances qu'on doit défaire un petit peu, où est-ce que les gens, des fois, vont nous dire « Ah ouais, mais moi, là, j'en ai pas dans ma famille, j'ai eu 3 autres enfants, donc... » tu sais, il n'y a pas de chance que j'aille un bébé avec une trisomie. Bien, malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est à peu près 1 à 2 % des trisomies qui vont avoir un facteur héréditaire associé à ça. C'est très minime. Donc, le fait de ne pas avoir de cas dans la famille, ça n'a pas nécessairement d'impact ça, comme encore le une fois, facteur de c'est risque. ceux qui ont fait l'ADN fœtal, parce qu'il y en a dans le premier trimestre qui vont perdre leur enfant, puis que finalement, ça aurait été une trisomie 13 ou 18 qui n'est pas viable, puis qu'ils ne le sauront jamais parce qu'ils n'ont pas fait la... Exact. Puis, l'âge maternel, c'est un facteur... L'âge maternel, c'est vraiment, présentement, là, c'est un des principaux facteurs de risque qui augmente le risque de... Tu sais... Puis à partir de quel âge on parle de l'âge maternel? Ben, il y a toujours... Tu sais, qu'on ait 18 ans, qu'on en ait 28, qu'on en ait 33, le risque est toujours présent. Donc, ça, c'est certain. Mais oui, à partir de 35 ans, on va parler d'un risque d'environ, juste basé sur l'âge maternel, de autour de 1 sur 300, 350. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça fait, l'âge? Genre, tes ovules, tes ovaires, ton utérus est moins bon? C'est ça. La division cellulaire exact. Qui se fait moins on va bien. dire, en gros, des ovules peut-être de moins bonne qualité. Puis, entre 35 et 40 ans, le risque augmente de façon exponentielle. Puis, il y a aussi le fait, parce que ça, c'est un des éléments qu'on se fait souvent dire par certaines mamans, « Ouais, mais moi, j'en ai 3 autres en bonne santé. » Oui, mais les 3 autres, vous les avez eus plus jeunes. Puis, bien, plus le temps avance, plus vous vieillissez, donc plus le risque, par le fait même, augmente. Donc, il y a lieu un petit peu de venir des fois détruire cette pensée-là du fait que on n'a pas de risque parce qu'il n'y en a pas dans notre famille ou des choses comme ça. Donc ça, c'est de l'éducation à faire, là, qu'il faut faire en tant que professionnel de la santé pour bien informer les gens parce que ça va avoir un impact sur le processus décisionnel, sur le type de dépistage qui va être choisi après ça par les parents. Parce que quand on pense qu'on n'a aucun risque, bien, ça nous amène peut-être des fois à négliger certains dépistages, certains processus durant la grossesse, donc qui peut nous mener à risque, entre guillemets, d'amener une grossesse à terme avec une anomalie chromosomique. Donc, tu sais, si les parents, leur souhait, c'est de mener leur grossesse à terme, quelle que soit l'issue de la grossesse, c'est une chose, mais lorsque les parents vont nous faire mention de « ben oui, moi, ça aurait un impact sur la continuité ou non de ma grossesse », bien, ça, c'est un autre aspect aussi à prendre en considération. Puis, je reviens un petit peu sur les discussions de couple que vous aviez parce que
un des éléments, quand on parle du dépistage prénatal puis de la trisomie, qui fait partie du rôle des professionnels de la santé pour un premier rendez-vous de grossesse, de laisser quand même, de faire comprendre aux parents, si jamais on avait des résultats qui indiquaient un risque élevé d'anomalie chromosomique chez votre bébé, qu'est-ce que vous feriez par la suite? Est-ce qu'avant de rentrer dans ce processus-là, est-ce que c'était quelque chose que vous aviez déjà discuté, toi puis ton conjoint, ou est-ce que il y a beaucoup de parents qui vont pas en discuter ensemble parce que ils n'auront pas nécessairement la vision de « oui, ça pourrait nous arriver ». Mais en même temps, même si ça t'arrive, il y a tellement peu d'informations qui est donnée concernant ça. Dans le sens que, oui, la trisomie 21, comme je l'explique, mais il y a comme les risques au niveau cardiaque, leucémie, il y a plein de maladies. Si ça serait mieux expliqué, je pense, mais tu sais, je veux dire, on me l'a expliqué pendant 3 jours, là, on s'entend, pour que je comprenne tous les facteurs, puis j'ai fait beaucoup de recherches, puis j'ai lu, puis j'ai... Est-ce que tu trouvais que c'était romancé, si on veut? Ben oui, absolument. Si on veut, ouais, par rapport à ce que toi, de concret, on t'a parce que c'est les enfants enseigné. soleil, C'est tu ça, comprends? ouais. C'est les enfants heureux, puis voyons, c'est un soleil, puis il y a juste pas... Il y a le chromosome du bonheur, ouais, mais il y a peut-être le chromosome aussi d'invalidité, puis de chaise roulante, puis, tu sais, tout ça, c'est comme... Fait que même si tu as la discussion avec ton mari ou avec ton conjoint avant ton ADN fœtal, si tu n'as pas les informations pour prendre une vraie décision, tu es un peu berné, là. C'est vrai, c'est vrai. Puis après, tout ça, quand vous, le diagnostic tombe, Ouais. là, vous avez su aussi que avant tout que le petit Il cœur faut est que je me fasse arrêté. faire un curtage. C'est ça. C'était quoi la suite des choses? Là, vous êtes retourné à la maison. 2 semaines avant que j'aie mon curtage. 2 semaines parce qu'on attendait les résultats. Ben, on attendait les résultats, Non. oui et non, parce que l'on savait que le Non. cœur C'est avait le délai. arrêté. Juste le délai hospitalier. T'étais à combien de semaines? Ben, quand il est sorti, 16. Hmm. J'étais tellement Serais-tu à l'aise malade. de nous expliquer un petit peu? Ben, j'ai continué à être Comment? malade comme un... complètement... Toi, ta grossesse continuait. Ton corps comprenait, Oui, c'est ça. absolument. Là, Bébé tu continues à être toujours- malade pour absolument rien. Ah, Tu le sais, là. Puis là, c'est comme... Il y a quelque chose de vraiment épuisant et triste et de porter la mort, de porter la maladie, qui t'appartient pas non plus, mais que tu partages, dans le fond, tu sais. Puis en même temps, ça te permet pas pantoute de te faire ton deuil, t'attends juste que le téléphone sonne, tu sais. Fait que... puis finalement, c'est ça, ils m'ont appelé, c'était un curtage. Puis... ben là, tu sais, ils te donnent un peu de médicaments pour que tu sois un peu dans les vapes et tout, là. Fait que là, après le curtage, la médecin, elle me dit « Est-ce que tu veux le voir? » Je dis « Oui. » J'ai aucune idée pourquoi j'ai dit ça, honnêtement. Faites pas ça. Ça sert absolument à rien. En même temps, dans ma tête, je voyais l'enfant malade parce que en échographie, tu le vois, il est gros de même, tu sais. Fait que là, tu l'imagines gros de même, mais c'est zéro prévenant, c'est ça. Puis tu sais, je m'étais dit, hey, je vais voir son cou, il va être épais, puis tout, mais c'est tellement c'est petit, là, tu Petit sais. 16 Puis là, semaines. fait que c'est ça. Fait que... Est-ce que tu as pu le voir, ouais, je l'ai vu. le prendre sur toi? Ou... Non plus. parce Ils t'ont que vraiment juste montré. Ouais, en curtage, il était comme un peu défait. Mais c'est là. un 16 semaines qui n'était pas réellement un 16 semaines parce que Parce qu'il ça avait faisait... arrêté, toi. ça c'est vrai, faisait... de- Oui, ouais, c'est ça. c'est donc, vrai. Ouais. Fait qu'il y avait Exact. plutôt l'aspect d'un 13-14 Ouais, semaines, exact. probablement. Là. Exact. Ok. Fait qu'après ça, ben c'est ça, là, j'ai le curtage, puis après ça, j'ai fait une infection d'utérus, là, ça, tu sais, comme, ça finissait plus. Ça s'est là. enchaîné, là, après. Ouais, là. ça s'est pas mal enchaîné, mais c'est ça. Fait que Puis ça, après, c'est le en processus décembre. de deuil Ouais. qui débute parce que, de ce que j'en comprends, il n'y a aucun processus de deuil qui est possible dans cette attente-là, Non. sachant que le petit cœur a déjà arrêté. Puis que je bon, suis on attend. zéro fonctionnelle. T'étais pas, c'est ça. Zéro. C'est ça. Ton chum était présent Ouais. avec toi tout ce temps-là. Il était Ben, en le arrêt curtage aussi. n'était pas là non plus. Au curtage, il ne peut pas être dans la salle, non. Fait qu'il attend dans une salle. Fait que ça aussi, d'ailleurs, je comprends pas trop. Ben, en même temps, c'est comme une salle de chirurgie, là, mais tu sais, je trouve qu'un support personnel, ça serait toujours plus humain, je pense. Avez-vous vécu votre deuil dans les mêmes étapes, de la même façon, ton mari et toi, ou ça a été un petit peu de façon décousue puis difficile de vous rejoindre là, à ce niveau-là? Up and down, je te dirais. J'avais comme le deuil de Roméo, mais je savais que la conversation de mon chum s'en allait vers « je veux plus essayer, je veux plus te voir dans cet Tu t'en état-là. doutais. » Je La m'en conversation n'avait pas été Ouais. là Fait officiellement. que je faisais comme un deuil en même temps, tu sais, de qu'est-ce qui s'en est. Un Je le double voyais deuil. venir un peu, là. Ouais, exactement. Ouais. Exactement. Fait que... ouais. Mais non, Charles rendu là, je pense que... Je me rappelle pas s'il était encore en arrêt de travail, mais... tu sais, il avait pris, c'est ça. On s'était bien entourés, là, dans le sens qu'on a un Vous bel aviez de l'aide, entourage. c'est Ouais, ça. ouais, OK. exactement. Fait que ça vous a quand même Ouais. aidé à traverser tout ça, vous vous sentiez moins seul.
Puis, bon, après, il y a eu quelques années qui se sont écoulées, 1 an? 0. Quelques mois? C'était Un en voyage en décembre. Grèce. Un voyage en Grèce. C'était en décembre, puis tu vois, c'est ça, en mai, on est parti en Grèce. Puis à Je tombe ton enceinte. retour, bon, puis là, comment tu l'as annoncé à Charles? Parce que là, c'était plus sur la table. Non, hein, c'était ce plus sur la projet-là, table, lui, zéro. il avait fermé. 0, ouais. Il était fermé, là, quand Ah ouais. même, à ça. On revenait, là, je veux dire, ça faisait 2 jours qu'on était revenus de la Grèce, quasiment OK. 3 jours. Hey, est-ce que tu étais anxieuse de lui annoncer une Ben nouvelle non, grossesse? je comprenais pas, là. Je m'en allais dans la douche, fait que j'étais tout nue. Tu sais, j'avais le test de grossesse, puis je me rappelle, il était assis sur le lit, puis je suis comme juste arrivée à côté de lui, puis j'ai donné le test, puis il a fait comme, c'est une joke. J'étais comme, ben non. Puis là, il était comme, OK, attends une minute. Là, tu sais, là, les deux, on était comme complètement étourdis quasiment, Ouais, là, tu sais. ouais. Fait que ça n'a pas été la joie là, qui Prends vous tout. a traversé les Prends deux, tout. c'est le néant total, Ouais, on ouais. comprend pas qu'est-ce qui se Je passe. suis comme, on peut-tu revenir en arrière puis pas perdre une journée sur la discussion qu'on a eue en voyage, tu sais? Parce que, mais, fait que, cela, on l'a vraiment fait prudemment. On a fait étape par étape. Ça a été long aussi avant que je m'attache. Tu sais, j'avais peur. Même Raphaël, ça a été long avant qu'on lui dise. On lui a pas dit tout de suite non plus. On lui a dit justement, on est venu faire l'écho 3D avec Raphaël ici pour lui annoncer. Puis là, il pensait que j'allais faire une échographie pour voir si j'avais quelque chose dans le ventre, genre OK. du caca ou quelque chose de même. Puis là, il a vu qu'il y avait un petit Puis là, bébé. j'ai une vidéo sur mon Instagram de tout ça, de ce moment-là. Il est comme assis, puis là, il regarde à terre, puis il entend boum, 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 puis là, tu lui vois se lever à terre, puis faire ça de même. Il a compris, Puis là. là, il comprend. Ouais, puis il là, avait 5 comprend. ans. Ouais. Puis il comprenait ce petit son-là, c'est Ouais, le ouais. petit cœur de son petit frère ou sa petite sœur. Puis là, vous, aviez-vous déjà fait le dépistage prénatal, la Ouais. vienne fœtale, la clarté nucale, Ouais. tout avait déjà été fait. Donc, vous lui avez appris pas mal à la mi-grossesse, là. Oui, ben, un peu plus. Après la clarté nucléaire, OK. on a fait le OK. 3D, ouais. OK. Fait que, puis on voulait pas savoir le sexe non plus. Fait qu'on OK. n'a pas su le sexe non plus. De toute la grossesse. OK. Pour toi, c'était important parce que Ouais, c'était une façon, veux pas, de te détacher, je pense. Même pas, c'était juste OK. comme, peu importe qu'est-ce qui va sortir de là, je m'en fous, là. C'était pas, c'est ça. C'était secondaire. C'était rendu là. c'était vraiment secondaire. Puis en même temps, j'étais comme, bah, sais-tu quoi, il y a tellement des choses plus importantes que de Mais connaître le tellement, sexe. là. tellement. Des fois, il y a des femmes qui ont besoin de le savoir parce que ça leur permet de s'attacher puis de rendre concret. Il y en a d'autres que, bon, la situation est différente. Toi, c'est une façon pour toi de, probablement, de te protéger, mais aussi parce que c'était le dernier de tes soucis dans le moment. Exactement. Puis, comment ça a été ta grossesse, niveau... Tumultueux un peu. OK. J'ai eu des ennuis de santé. J'ai fait une péricardite pendant ma grossesse. Puis là, si on va en neurosciences, on va dire que c'est parce que j'avais le cœur brisé. Mon cœur n'était pas encore réparé de tout ce qui s'était passé. Fait que là, j'essayais d'aimer. Puis c'était difficile. Ouais. T'en avais jamais fait dans le passé? Non, j'en ai jamais fait. C'était comme ma première fois. C'était ma première fois? J'en ai fait comme deux ou trois dans ma vie. Là. OK. Fait que, mais c'est ça. Fait que j'ai eu une péricardite. Fait que tu sais, j'ai été comme arrêtée à lutter parce que ma pression, etc. Tu sais, il fallait pas que tu fasses d'efforts, puis etc. Puis j'ai pris de la cortisone pour ça. OK. Fait qu'on savait que l'accouchement allait être aussi un peu périlleux. Mhm. Je prends de la médication aussi pour des migraines. Fait que mon médecin m'avait dit, ça se peut que ta fille, elle sorte un peu mollasse, là, tu sais. OK. Mais comme, ça va bien aller, là. Mhm. Tu sais. Mais tu sais, elle a codé, là, en sortant, finalement. Ah, ouais, OK. Ouais, on À a eu un combien de code semaines? rose. 39. 39, puis un code rose. Fait qu'un code Ouais. rose, Alex, hein, ayant travaillé à l'hôpital, je sais pas si tu veux nous... Bien, en fait, un code rose, C'est un arrêt c'est cardio-respiratoire. c'est un bébé qui a besoin d'assistance Ouais, à la naissance. c'est ça. Donc, qui n'est pas nécessairement en arrêt cardio-respiratoire, mais on va lancer le code rose quand on va vouloir qu'une équipe spécialisée vienne nous aider à prendre en charge ce bébé-là. Parce que on craint pour la suite un petit peu. Donc, évidemment, après ça... Ah, puis je voulais tellement accoucher, là. J'ai fait du... comment on appelle ça quand t'as trop de liquide amniotique, là? Un polydramios. Un polydramus. Fait que là, on était supposé de me provoquer à 38 semaines. Fait que là, rendu à 38 semaines, j'ai fait de l'acupuncture. Puis ça a diminué. Fait que là, on étirait, tu comprends? OK. Mais moi, je voulais accoucher, là. Dans ma tête, j'étais comme, j'accouchais à 38 semaines, là. Il Ouais. fallait que je me rende à 40, là. Il y a La une époque- semaine de Non, plus, ou les 2 ça semaines de plus, ça tentait suffisait, là. Fait que je faisais beaucoup de ballons et stripping. J'ai été comme 2 fois à l'hôpital parce que je faisais beaucoup de contractions, mais que ça venait pas à rien, puis mon col dilatait pas. Fait que à un moment donné, une journée, j'ai arrêté de faire du ballon. J'ai dit à mon chum, hey, on s'en va au mini-pot, là. Je vais lâcher le maudit ballon. On va aller... On est allé jouer au mini-pot, puis toute la journée. Puis à 10 heures le soir, j'étais aux toilettes, puis là, je suis comme, oh, ça coule. Là, je me lève, ça plouche, là. Là, j'ai à Charles, ah, c'est pas mal, là, je pense. J'ai C'est comme, perdu mes c'est os. une joke? Là, je suis comme, non, ça faisait 2 jours qu'on allait à l'hôpital de soir, tu sais, pour se faire checker, puis
Fait qu'on est parti à l'hôpital. Ouais, c'est ça. J'avais perdu mes os, puis ça a quand même été... ça a été vraiment un bel accouchement. Un bel accouchement, Vraiment. malgré que là, vous avez appris que c'est une petite fille. Ouais. Mais là, est-ce qu'ils ont pu la Mais en fait, déposer ça a été un sur peu toi? volé, ça. Ouais, c'est ça Ah, l'affaire. c'était un peu volé à la fin? Ouais, ça a été un peu volé parce que j'ai fait comme un genre de 10 heures à peu près, 8 heures, 10 heures sans épidural. Puis quand il y a eu le changement de chiffre le matin, mon chum, il me faisait des points de pression puis il s'endormait en même temps. Tu sais, il faut être vraiment fatigué. Ouais. Puis moi, j'avais une accompagnatrice à la naissance. J'en ai eu une pour Raphaël, puis j'en ai eu une pour Juliette. Puis honnêtement, c'est le plus beau cadeau que tu peux t'offrir dans ta vie. Parce que quand il y a une situation d'urgence, puis que le papa part avec le bébé, toi, tu te ramasses toute seule. Sinon. Oui, mais là, Okay. tu avais ton accompagnatrice. J'avais mon accompagnatrice avec nous. Fait que là, tout le monde était épuisé. Fait que là, j'ai dit, OK, je vais demander l'épidurale, on va relaxer, puis on va... Puis finalement, ça a commencé... Bien, elle était encore le nez en l'air. Moi, je suis rendue habituée de la demander. Fait que j'ai fait du 4 pattes pour la virer. Elle a viré. Puis je voulais accoucher de côté. Y a personne ne m'a touchée à part mon chum pour m'aider à pousser. Okay. La médecin était à côté. J'avais pas envie d'avoir du cheerleading, là, des cheer, etc. Tu restais dans ta bulle. C'était silencieux. J'avais mis ma musique. J'ai accouché sur Red Hot Chili Pepper. Ma vidéo d'accouchement c'est vraiment beau. Là. Même la médecin, elle avait une stagiaire avec elle, puis elle disait, ça arrive souvent, d'accoucher comme ça sur le côté. Puis elle dit, la position sur le dos, c'est une position obstétricale. Elle a dit ça. Fait que là, j'étais comme, oh my God, on a un avancement un peu. Là. Fait que j'ai accouché de côté, puis quand elle est sortie, c'est ça, ils me l'ont mis sur moi, mais tu sais, elle était bleue. Là. Fait que là, c'était comme juste, elle n'a pas coupé le cou. On a juste vu, c'est une fille, pouf, on est parti. Fait que j'ai eu 1 seconde d'écart sur moi. Puis là, ben un cas de rose, là, ça déstabilise sur un pas pire temps. Fait que là, tout le monde rentre, puis là, les parents deviennent invisibles. Les personnes qui te parlent, ils parlent tout le jargon. Toi, tu essaies d'attraper qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Là. Fait que là, finalement, à un moment donné, notre accompagnatrice, elle me dit « Hey, Rose, là, tu sais, elle s'en revient. » Fait qu'ils sont partis avec. Papa, il est parti avec. Puis moi, je suis restée là, les pattes en l'air, à attendre de me faire recoudre parce qu'il y avait 3 accouchements en même temps. Fait que, tu sais, moi, j'ai été comme 1 heure de même à attendre. Mais j'avais mon accompagnatrice à la naissance qui faisait le relais entre papa, puis etc. Venir te donner exact. Puis là, tu sais, même mon chum, il a été post-traumatique des soins de Juliette, tu sais, parce qu'ils l'ont piqué à peu près 12 fois là, sur la tête pour essayer, parce que dans le fond, elle avait sa glycémie était basse. Fait qu'il fallait qu'il lui mette un soluté. Fait que, puis il l'avait pas pris encore non plus, là. Fait que... Ça a pris combien de temps avant que vous puissiez la prendre, que toi, tu puisses reconnecter la voix? Genre 3 heures, à peu près, 3-4 heures, parce qu'elle restait là-bas. Puis là, quand ils m'ont amenée à la chambre, ils sont arrivés avec le bébé, puis là, ils me l'ont donné. Puis là, ils sont arrivés pour la repiquer, puis là, j'ai dit, là, vous allez me laisser du temps un peu avec, là. Comme, allez-vous-en, là. J'étais comme vraiment fâchée, j'étais comme fâchée, parce qu'il a piqué sur le pied, il a piqué dans la tête, il a piqué... C'est comme, faites une fois, là, faites la prise de sang une fois, puis il revenait aux 20 minutes. Puis dans le fond, à cause de la cortisone, elle a fait une insuffisance surrénale. Fait qu'à cause, elle se faisait pas elle-même de cortisone. Parce mais on nous avait dit que ça allait se refaire toute seule, etc. Fait que pendant comme les premiers mois, elle a été immunosupprimée parce qu'elle avait pas de cortisone. Fait que, tu sais, on pouvait pas avoir vraiment de visite, etc. Puis, on avait des suppléments à lui donner. Mais on avait des tests à faire, comme on l'a fait à 3 mois, puis à 5 mois. Puis à 5 mois, c'était rendu correct, là. Mais on avait quand même des tests à faire. Puis même quand on est allé faire les tests, puis il fallait comme la mobiliser pour la piquer, Charles est sorti de la salle. Là. Il ne pouvait plus voir son bébé. Puis on s'entend que, non, c'est ça. On s'entend qu'il y en a vu d'autres, là, comme avec son métier. Mais ça, il était plus capable. Puis même quand on passe devant la pédiatrie aujourd'hui, là, il y a encore le cœur qui serre. Oui, exactement. Fait que elle a été brassée pas mal en arrivée, mais à son arrivée, mais c'est une battante, là. C'est une solide battante. Là. Puis c'est quoi votre lien après avoir eu un bébé malade avec un diagnostic, puis après d'avoir une grossesse surprise, désirée au fond de vous, mais surprise? C'est quoi? Est-ce qu'on a un lien spécial avec ce petit bébé-là? Est-ce que on a envie de la surprotéger? Oui, absolument. Absolument. Mais tu sais, Juliette, c'est une tough, là. Raphaël, là, je l'aurais mis dans un carré, là, il n'aurait pas bougé. Là. Elle en fait un triangle. Tu comprends? Elle est over the place, elle est partout. C'est une mini-moi dans 4 pieds, dans 3 pieds, tu comprends? Le même caractère que moi en plus, puis tout. Fait que c'est vraiment 2 enfants différents, mais tu sais,
j'ai comme... Ouais, c'est ça. J'appréciais tous les petits moments. Je savais que c'était les dernières fois. Ouais. J'ai pas été capable d'allaiter, en fait, OK. parce que Raphaël, je l'ai allaité jusqu'à 16 mois. OK. Puis elle, ils m'ont tellement demandé de la mettre au sein quand elle piquait qu'elle a fait une aversion. Ah. Elle a rien voulu. Elle a arrêté à l'hôpital. Elle prenait super bien le sein, puis tout. OK. Fait que on a continué. Je me suis battue avec elle à la maison. Puis là, il a fallu que je fasse mon deuil de l'allaitement, tu sais, que je voulais recommencer. Fait que j'ai fait du tir allaitement jusqu'à 9 mois Wow. pour essayer de donner plus de nutriments parce que là, tu sais, elle avait une Elle était insuffisance. musclée. Ouais, c'est ça. Fait que tu essaies de faire ton maximum en tant que parent par rapport à ça. Mais ouais, Juliette, c'est ça. C'est comme notre petit rayon de soleil, là. C'est notre, je vais dire, c'est notre miracle parce qu'en plus de ça, j'ai fait des tests dernièrement en hormonothérapie, puis j'ai appris que j'étais en préménopause. OK. OK? Puis j'ai genre les hormones d'une femme de 47 ans. OK. Fait que le médecin a dit comme, toutes tes fausses couches, là, avant, là. Ça pourrait se être peut. lié. Ça Donc, pourrait être un lié. impact. là, tu es en ce moment en périménopause, pourrait avoir un impact sur L'accouchement. les difficultés, Ouais. ton accouchement. Ah, Fait qu'il est intéressant. comme Juliette, C'est un miracle. un miracle, là. petit On miracle. sait pas de où qu'elle vient. Incroyable. Ouais. Puis on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais tu sais, c'est quand même après 2 fausses couches consécutives, il y a lieu de débuter des Mais investigations médicales. personne l'a fait. Personne Que n'en a ce fait. soit Personne. Jamais. que ce soit là, même s'il n'y a pas eu d'échographie, pas d'échographie, mais de grossesse confirmée par une échographie ou quoi que ce soit, dès qu'il y a un test de grossesse positif et que la grossesse s'arrête, il y a lieu de procéder à des investigations à partir de 2 fausses couches consécutives parce que on veut aller voir, on veut investiguer du côté de l'homme, on veut investiguer du côté de la femme, on veut essayer de trouver qu'est-ce qui fait en sorte que on n'est pas capable de mener à terme une grossesse. Donc, c'est 2. Puis ça, c'est un autre service, c'est un autre un peu manque dans notre système médical parce que quand on n'a pas accès à un professionnel de la santé, à un médecin de famille ou des choses comme ça, on ne peut pas bénéficier de cette prise en charge-là parce qu'on n'ira pas à l'urgence parce qu'on fait des fausses couches répétitives. Donc, de là, un petit peu, vouloir pallier certains manques, où est-ce qu'on a créé notre service de bilan de fertilité, nous, à la clinique. Donc, on offre un service de consultation avec un professionnel de la santé, médecin IPS, pour les couples qui tentent de concevoir un enfant sans succès, donc sans même avoir une deuxième petite ligne sur leur test de grossesse, ou encore les couples qui vivent justement des fausses couches répétitives pour qu'ils puissent avoir un endroit où débuter des investigations. Fait qu'on va vraiment être là pour aller faire certains bilans médicaux, spermogramme, échographie. Tu sais, en parlant de spermogramme, là, nous autres, après Roméo, là, ouais. En fait, quand je suis tombée enceinte de Roméo, Charles il dit, moi, je m'en vais me faire couper. C'est là, je m'en vais me faire couper. Mais j'étais enceinte de Roméo. Okay. Puis j'ai la mère d'une de mes amies qui est voyante, puis elle m'a appelée, puis elle a dit, tu fais rien avant le 1er décembre. Puis on a su le 30 novembre la trisomie 21. Fait que, tu sais, il aurait pu se faire chopper, puis genre, on n'aurait même pas pu avoir Juliette, là. Ouais. Elle était comme, vous faites rien jusqu'au 30 novembre. Je suis comme, spécial, OK. hein? Ouais, c'est vraiment spécial. Ouais. Pas un 2 minutes, là. Ouais. Mais, ouais, on n'a pas fait aucun... Il n'y a pas eu de prise en charge à ce niveau-là. Fait que ça n'existait pas encore après NATO, je pense. Non, c'est ça. Non. Mais c'est tellement important justement d'en parler puis d'éduquer parce qu'il y a des femmes qui vont dire « Ouais, mais qu'il y ait une fausse couche, ça touche une femme sur temps. » Donc, bon, je peux être normale dans cette anormalité-là, mais tu sais, non, c'est ça. Il y a des investigations qui sont possibles après 2 fausses couches, puis c'est important de le nommer. Je pense que là, le temps commence à nous filer, mais on va avoir une petite question du public qu'on fait toujours à la fin du podcast. Puis moi, j'avais aussi une petite question, là, peut-être plus personnelle par rapport à vos enfants, mais Raphaël, Juliette ont 5 ans, c'est ça, des 5 différences? ans, ouais. C'est quoi leur relation aujourd'hui? Comment ça a été l'adaptation? Parce que là, Raphaël, ça a été un gros deuil quand même, les fausses couches, dont Roméo. Puis là, après, content. Il était vraiment content. OK. Il était très content, mais mon père m'avait dit, il comprend pas encore c'est quoi l'implication d'une petite sœur. Fait que, tu sais, quand il était bébé, la différence d'âge, était vraiment le fun parce que j'allaitais ou je donnais le biberon, puis Raphaël, j'étais capable, il comprenait que je pouvais pas m'occuper de lui. Tu sais, versus, mettons, t'as 2 enfants collés, 1 à 2 ans, puis t'essaies d'y expliquer ça, puis il a besoin de l'attention. Fait qu'il était plus mature, plus vieux, il comprenait plus. Même chose pour l'école, tu sais, dans le fond, j'allais le porter à l'école ou, puis tu sais, après ça, je restais avec Juliette à la maison. Fait que, tu sais, c'était quand même le fun. J'aime ça, la différence d'âge. En ce moment, je rush. Là, elle a 2 ans, il y a 8 ans, quasiment 8 ans. Là, elle fait sa place.
Puis dans le fond, elle parle pas beaucoup, là, Juliette, elle s'est fait opérer pour les anédoïdes. Elle était sourde avant l'opération, fait qu'on a un rattrapage linguistique à faire. Fait qu'elle essaie de s'exprimer à son frère, elle prend de la place, elle prend les choses, elle brasse, puis ça fait pas l'affaire de Raphaël. OK? Fait que là, il commence à réagir à la sœur parce qu'en plus, elle a été malade. Fait que là, on a pris soin d'elle. Fait que plus attention vers elle. Ouais. Fait que là, c'est beaucoup de l'injustice. Là. Elle a ça, pas moi. La jalousie commence à s'installer un peu. Et les activités, c'est difficile. Ouais. Ça va pas se le cacher. Là. Des activités que je veux faire avec Raphaël, je peux pas amener Juliette. Fait qu'on est comme dans un... Ça va se passer éventuellement, parce que j'ai 5 ans de différence avec ma sœur. Mais je te dirais que l'arrivée de Juliette, Raphaël était vraiment heureux, vraiment content. Mais là, maintenant, il comprend c'est quoi avoir une sœur. Oui, tu comprends ce que je veux dire? Oui. Puis qu'elle est là pour rester, la petite sœur, puis qu'elle grandit, puis qu'elle prend plus de place. Exactement. Puis que là, il faut qu'il divise son temps avec ses mamies, avec elle. Il faut qu'il divise tout. Il a été longtemps l'enfant unique, là. Fait que c'est sûr que c'est normal qu'à un moment donné, il y ait une petite réaction. Exactement. Ça n'enlève pas l'amour qu'il a pour sa petite sœur, là. Non, exactement. Bébé, elle prenait pas trop de place, c'était plaisant. Lui non plus, perdait pas trop sa place. Mais là, c'est ça, elle met son petit pied. Oui, exactement. Mais tu sais, c'est ça. Je pense que ça va s'équilibrer avec le temps. Ça va s'équilibrer quand elle va mieux parler aussi avec elle, qu'elle va mieux échanger. Je pense que ça va faire une grosse différence quand même. Oui. Est-ce qu'on est prête à notre petite question finale? Alors, j'ai ma petite boîte ici. Donc, la question. Quelle est la place de bébé Roméo dans votre famille? Est-ce que vous en parlez? Oui. Oui. On en parle. Il est présent. Pour moi, j'ai 3 enfants. OK. J'en ai un au ciel, puis j'en ai un... Raphaël aussi en parle souvent des fois quand on a des couchers de soleil, c'est mon pépère, là. C'est tout le temps notre pépère qui nous envoie les couchers de soleil chez nous. Fait que, tu sais, souvent, il est comme... Tu sais, Roméo, il est chanceux, avec pépère, lui. Fait que, tu sais, quand il s'ennuie de son grand-père... Oui, exactement. Quand il s'ennuie de son grand-père, on va parler de Roméo. On a la photo de Roméo aussi. On y a fait un ornement de Noël parce que, tu sais, il est décédé à peu près vers Noël. Fait qu'on y a fait un ornement de Noël qu'on met à chaque année. Puis j'ai encore toutes les photos, vidéos de prénato, on en a sur notre frigidaire. Fait que, il fait partie de notre famille. Il fait vraiment partie de votre famille. Vous l'intégrez, vous en parlez aux enfants. Puis c'est beau. C'est pas tout le monde qui comprend ça, par exemple. Mais vous, c'est votre ressenti, c'est votre besoin. Tu as eu 3 enfants, puis tu as besoin de lui donner vie à cet enfant-là, malgré qu'il soit au ciel, là, maintenant, comme tu dis. Là. Puis c'est pour ça qu'on a appelé Juliette. Oh, j'avais jamais fait le lien. C'est beau. C'est donc bien beau. Ouais. Wow. Ouais. C'est un très, très beau clin d'œil à ce petit Roméo-là. Ouais. Wow. En tout cas, merci. Ça fait plaisir. Merci à vous autres. De ton ouverture. Je sais pas si c'est dur, je pense, de donner des conseils dans cette situation-là parce que chaque personne le vit différemment. Ouais. Je sais pas si c'est un petit mot, toi, de la fin, quelque chose. Entourez-vous. En fait, c'est la clé. Nous autres, si on n'avait pas eu prénato, pour vrai, puis je dis pas ça parce qu'on est dans un podcast de prénato, là. Je dis vraiment, tu sais, Catherine, c'est resté une personne à qui on parle, que Charles va écrire une fois de temps en temps, tu sais, entourez-vous de personnes qui n'ont pas de jugement non plus. Et, tu sais, ça sert absolument à rien, là, d'être dans le jugement puis de dire comme, ben oui, mais eux autres vivent ça comme ça, puis on a chacun notre vie, tu sais, les pour, les contre de chacun est différent. Personne ne vit la même chose, exactement. De bien s'entourer. Exactement. Puis prendre une décision pour soi-même. C'est ça. Pas pour faire plaisir aux autres. C'est très difficile aujourd'hui. On s'entend, on est dans le très paraître là, dans ces années. Fait que c'est une décision qui va impacter votre vie, mais la vie de tout le monde autour de vous aussi, tu sais. C'est bien dit. Voilà. Merci. Merci à vous Merci beaucoup, Marie-Pierre. Puis on salue Charles encore une fois, qui nous a manqué aujourd'hui. Mais merci de nous avoir donné des informations sur son point de vue. Bonne journée. Bye-bye. Les histoires prénataux. Paroles d'experts, récits de vie, tout sur la parentalité et la santé de la femme. Suivez-nous sur nos plateformes et abonnez-vous pour découvrir nos prochaines rencontres inspirantes.